présidentielle prévue pour 2025 du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, en quelque sorte, l'une des premières préoccupations sur laquelle nous allons tabler dans très peu de temps. Nous reparlerons également de la visite annoncée donc d'Emmanuel Macron du côté de l'Algérie. Il sera donc en Algérie du 25 au 27 août prochain. Il s'agit bien sûr d'une visite destinée à refonder ou du moins à relancer le partenariat entre la France et l'Algérie après plusieurs mois de crise. Il s'agit également pour Emmanuel Macron de son deuxième voyage en Algérie en tant que président, après bien sûr la première visite en 2017. La visite de Macron intervient donc dans un contexte de crise où plus que jamais la France et l'Algérie se regardent aujourd'hui en chien de faïence. On va essayer également de comprendre tout cela, mais du moins planter le décor justement de cette visite annoncée d'Emmanuel Macron du côté de l'Algérie. Mais je vous le disais d'entrée, la thématique d'ailleurs qui nous préoccupe le plus ce matin, c'est celle bien sûr en rapport avec ce parti politique que vient donc officiellement de lancer du côté de la Côte d'Ivoire Simone Gbagbo. Elle a clairement affiché ses ambitions, c'est ce que nous allons essayer de comprendre tout à l'heure. Pour en parler, je ne serai pas seul, bien sûr, ils seront trois, deux en présentiel et un bien sûr au téléphone. Sissi Baba Nicolo sera également des nôtres en direct bien sûr de la France. Il réagira dans le cadre de cette émission, mais déjà sur place, sur ce plateau. J'en profite d'ailleurs pour dire bonjour à M. Prizo Eyumjo, qui est anthropologue. Il est également homme politique, membre d'ailleurs du PURS, responsable de ce parti politique dans le littoral. Bonjour, M. Prizo Eyumjo. Ok, merci. C'est un plaisir d'être là ce matin pour honorer votre émission. Et bien évidemment, c'est aussi pour apporter une contribution dans la compréhension de la situation politique du monde, notamment des deux pays que nous venons de citer, en plus de la France. Donc, je suis disposé à apporter, n'est-ce pas, ma modeste contribution, telle que, enfin, avec les éléments que je dispose. Donc, je pense que c'est ce que je pourrais faire de mieux ce matin. Lui également apportera sa contribution. Je ne sais pas s'il est calé avec la réalisation. Okosisi Baba Nicolo, s'il est là, bonjour Baba Nicolo. Il n'est pas encore là, me fait comprendre bien sûr qu'il n'est pas encore là, mais il sera des nôtres dans quelques instants. Également, il nous rejoindra sur ce plateau. Il s'agit de Claver Kodo, qui est le directeur de publication du magazine Horizon Nouveau, qui sera également des nôtres dans le cadre de cette émission matinale. Mais avant, Monsieur Prizo et Eyoum, vous avez eu vent de cette information qui nous parvient de la Côte d'Ivoire. Le parti officiellement qui est donc lancé, le parti de Simone Gbagbo, on parle du mouvement des générations capables. Est-ce qu'aujourd'hui, avec bien sûr cet acte que vient de poser Madame Simone Gbagbo, on peut dire clairement que Simone Gbagbo marque ainsi la franche rupture politique avec bien sûr l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo? Bien, il faut dire que cette situation révèle d'une manière générale les tergiversations, les errements politiques des Africains. Je ne sais pas, rupture. Je pense pas que c'est une question de rupture. Il y a un élément très important qui peut justifier ce qui se passe, c'est cette quête, n'est-ce pas, de se faire valoir personnellement, c'est-à-dire cet individualisme-là. Parce que en tout état de cause, si je prends le cas de l'Afrique du Sud, lorsque Nelson Mandela a été incarcéré, malgré tout ce qui s'est passé plus tard et qui a consacré la séparation avec Winnie Mandela, il faut dire que Winnie Mandela est resté fidèle. Et en politique, cela est très important pour assurer la stabilité, n'est-ce pas, non pas seulement des partis politiques, mais aussi la stabilité des hommes, des individus eux-mêmes qui sont dans la politique. C'est également un message très important pour dire aux gens qu'en politique, la solidarité, la fidélité sont des maîtres mots. Donc, aller créer un autre parti politique consacre, n'est-ce pas, ce phénomène
de destruction, de morcellement, n'est-ce pas, d'émiettement, même, non pas seulement des partis politiques, mais même des opinions. Parce que lorsque, tout d'un coup, ou bien à chaque coup, on peut décider de créer un parti politique, n'est-ce pas, de cette façon, cela est une indication, bien évidemment, que on est fragile, on n'est pas assez suffisamment mûr, on ne sait même pas là où on veut aller, parce que il faut dire que dans le contexte de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, comme dans bien d'autres pays, il est très important de penser au renouvellement. Et non pas que les mêmes gens reviennent tout le temps. Je pense que Simone a joué son rôle derrière, à côté de son époux, Laurent Gbagbo. Et je pense qu'il fallait bien rester, n'est-ce pas, dans cette position en essayant de, n'est-ce pas, de créer ou d'ouvrir une brèche pour les jeunes générations qui viennent, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Donc, voilà un peu ce que je peux apporter comme première analyse de cette situation. Oui, Simone Gbagbo donc qui lance officiellement donc son parti du côté bien sûr de la Côte d'Ivoire. C'était le week-end dernier à Abidjan, le mouvement bien sûr, le mouvement des générations capables. C'est ainsi donc qu'on a dénommé cette nouvelle formation politique qui voit le jour donc 2 ans des élections présidentielles du côté de la Côte d'Ivoire. Il nous a rejoint sur ce plateau. J'en profite également pour lui dire bonjour ce matin. Bonjour Claver Kodo, je rappelle, vous êtes directeur de publication du magazine Horizon Nouveau. Et ce matin, vous nous faites l'honneur d'être des nôtres. Merci, bonjour. Bonjour Baudelaire, bonjour à mon copanéliste, bonjour surtout, un gros bonjour à vos téléspectateurs de par le monde. C'est toujours le même plaisir que je me plais de vous accompagner dans le cadre de ce programme. Alors, vous nous rejoignez justement au moment où nous sommes en train d'évoquer le cas, bien sûr, de Simone Gbagbo. Il s'agit, bien sûr, de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire qui, donc, le week-end dernier, a procédé au lancement officiel de son parti politique. Il s'agissait, bien sûr, d'un mouvement qui, jusqu'ici, était censé pourtant soutenir Madame Simone Gbagbo. Mais dans la formation a muté en parti politique et la formation voit en question le jour à 2 ans de la Côte d'Ivoire. On est en train de parler là forcément de cette rupture entre bien sûr Simone Gbagbo, c'est-à-dire une franche rupture politique entre Simone Gbagbo et surtout l'ancien président Laurent Gbagbo, quand on sait que les deux s'étaient mis ensemble pour à une époque fonder ou du moins créer le Front populaire ivoirien. Oui, déjà le lancement de ce parti ne devrait surprendre personne du moment où les 2 acteurs majeurs de la politique ivoirienne se sont séparés. Donc, vous savez, lancer en politique, c'est généralement l'expression des ambitions personnelles. Donc, connaissant le dynamisme dont Simone Gbagbo a toujours fait preuve en matière politique, il fallait bien s'attendre à ce qu'elle rebondisse quelque part. Mais là, maintenant, je crois qu'elle s'est dit simplement que si, en se greffant à une autre formation politique, elle allait perdre une partie de son audience. Elle a donc préféré faire cavalier seul en se séparant des autres du FPI et du parti de son ex-mari pour se mettre elle-même le pied sur l'étrier. Bon, vous savez, c'est quand même une femme aussi qui a un poids politique réel et qui sans doute a eu un impact politique sur le terrain en Côte d'Ivoire. Bon, lancer son propre parti politique, c'est se donner certainement des chances de faire entendre son nom ou alors de rentrer, de jouer un rôle, ce qu'elle a toujours rêvé sur la scène politique ivoirienne. Aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui, selon vous, messieurs, fait la force de Simone Gbagbo, notamment sur la scène politique? Peut-être avant de passer la parole à M. Priso et Yoma, restez avec vous, DP. La force de Simone Gbagbo aujourd'hui sur la scène politique ivoirienne, c'est quoi sa force? Non, elle a marqué la scène politique pendant plusieurs décennies. Simone Gbagbo n'arrive pas en politique à la faveur d'un virage ou d'un détour sur son chemin. Et il faut quand même rappeler qu'elle est en politique depuis plusieurs décennies aux côtés de Laurent Gbagbo. Donc c'est pas
on peut pas dire à cet instant que Simone Gbagbo est une actrice opportuniste. C'est une femme politique de haut vol, une femme politique qui sait justement là où elle va. Dans le lancement de son parti politique, participe un peu à cette ambition qu'elle a toujours nourrie de jouer un rôle dans la scène politique ivoirienne. Maintenant, qu'elle peut le faire en solo, pourquoi ne pas s'y lancer? D'autant plus que en Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs dans la plupart des partis des pays africains, l'accession au pouvoir suprême se joue sur des alliances. Et ces alliances, il faut donc avoir de quoi présenter à son partenaire pour pouvoir conquérir une place à ses côtés. Donc je crois qu'elle est simplement dans une dynamique normale qui voudrait que chaque acteur politique veut participer à la gestion de la chose publique ait quand même un certain poids. Un poids. Monsieur Prézo, vous le voyez également de cette façon. Madame Simone Gbagbo a un poids aujourd'hui sur la scène politique ivoirienne. Mais ça, c'est indiscutable parce que par le passé, elle a été déjà un élu du peuple, ça il faut le noter. Et puis le rôle qu'elle a joué auprès de M. Gbagbo était une indication que c'était, enfin, qu'elle est une femme qui compte pour la Côte d'Ivoire. Donc, je crois que là, il n'y a pas à dire un mot. Et c'est justement sur ces éléments qu'elle s'appuie, n'est-ce pas, pour se lancer tel qu'elle a décidé de le faire. Donc, je crois qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau là. Donc, bon, nous verrons ce que l'avenir produira. On verra surtout, et c'est pas très loin, j'ai l'impression que ça sera très très bientôt parce que le temps passe tellement vite. Il nous a également rejoint le troisième invité ce matin, Okosisi Baba Nicolo, qui est en direct avec nous de la France. Bonjour monsieur. Bonjour camarade Nguémé, bonjour à M. Priso sur le plateau, bonjour à Docteur, bonjour à Afrique Média, et autant pour moi, Forio Média et son équipe qui se bat d'arrache-pied pour passer l'information, pour tenir la communication. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'ère de lever une communication de telle sorte que le peuple africain puisse mener le combat avec les moyens des réseaux sociaux. Merci de m'avoir invité. Effectivement, Okosisi, nous sommes en train de parler de Simone Gbagbo, l'actualité. Vous êtes très avisé quand il s'agit surtout de parler de la Côte d'Ivoire. Vous avez eu vent de cette nouvelle, ou du moins de cette information-là. Le lancement officiel donc du mouvement des générations capables du côté d'Abidjan. Le parti a enfin vu le jour, c'était le 20 août dernier, c'est-à-dire samedi dernier. Peut-être un mot sur la volonté affichée aujourd'hui de Madame Simone Gbagbo, celle peut-être de jouer encore plus un rôle beaucoup plus important sur la scène politique ivoirienne. Est-ce que vous êtes surpris aujourd'hui de la voir revenir en force sur la scène politique en Côte d'Ivoire? Non, non, je ne suis pas surpris. Et aujourd'hui, dans l'actualité des partis politiques naissants en Côte d'Ivoire, de mon humble avis, je pense même que Mme Gbagbo a mis du temps pour s'affirmer en tant que parti politique. Parce que le MGC, Mouvement des Générations Capables, a une histoire. Il faut dire que aujourd'hui, avec le divorce politique de son ancien parti, dont elle a été fondatrice, du FPI, il fallait à un moment donné que, en tant que politicienne, elle arrive à s'exprimer. Et elle ne peut pas s'exprimer dans une ONG, ni dans un syndicat de défense des droits de l'homme. Il fallait qu'elle mette en exergue la qualité de la grande politicienne qu'elle est, de la grande combattante, à l'image de Winnie Mandela et j'en passe. Vous voyez, enfin, Mme Gbagbo a pris le risque depuis son enfance d'être aux côtés d'un grand homme, le président Laurent Gbagbo, dont elle est l'épouse jusqu'à présent légalement. Et ensemble, ils ont été dans la clandestinité du feu du parti unique, du PDCRDA, avec à la tête le président Félix Houphouët-Boigny, que tous les Africains connaissent un peu son poids au niveau des rapports france-africains. Mais déjà, elle, très jeune, déjà après le lycée, déjà au lycée, elle était syndicaliste. Sortie du lycée, elle est restée dans cette course de liberté d'expression, de combativité, d'africanité, de panafricanité, avec un leader qui n'est plus à présenter, Laurent Gbagbo et tous les autres camarades, Boga Doudou, paix à son âme, Abdoman Sangaré, Boga Doudou et tous les autres, que vous pouvez entendre parler, Fortin Memel, un grand professeur de ma région, parce que je suis à Duc-Rocher de Dabou. Madame Gbagbo, aujourd'hui,
a décidé de s'affirmer, faire un nouveau bébé qui est un nouveau parti politique, où elle met en exergue, comme elle a dit elle-même, le socialisme. Enfin, pas le socialisme, je veux dire, elle avait dit, mais j'ai oublié le terme. Bon, bref, je ne vais pas surbodoler sur des choses qui m'échappent. Elle met en avant aujourd'hui le respect d'abord de la gente féminine, le respect de la vie humaine. Voilà, elle met en avant l'humanisme, c'est ce qu'elle a dit. Elle met en avant l'humanisme, elle met en avant les valeurs de nos nations, les valeurs africaines. Elle met en avant une politique, dans le sens propre du terme, elle met en avant la société, la femme, l'enfant. En tout cas, elle aujourd'hui projette dans sa vision de tenir la corde du changement, du changement positif, du changement tenant compte de la réalité du moment, tenant compte de la mondialisation, tenant compte du monde bipolaire qu'est en train de dessiner la Russie, tenant compte de la géopolitique. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce n'est pas une surprise, hein, c'est pas une surprise, tout le monde savait, parce que c'était un mouvement politique et en Côte d'Ivoire, on sait comment est-ce que les partis politiques se créent. Les partis politiques commencent d'abord par des mouvements et ensuite se transforment en entité politique. Elle a même duré avant de s'imposer et je pense qu'elle est la bienvenue parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, toute la classe politique est kidnappée, toute la classe politique est amorphe, toute la classe politique avec l'aide de la France ne peut pas bouger. Donc je pense qu'elle arrive et nous espérons qu'elle va vraiment booster et rallier à elle tous les autres partis, les autres petits partis qui ne sont pas considérés par le régime dictatorial de Ouattara et puis booster la société civile qui aujourd'hui est en train de faire son bon nombre de chemins, est en train de terroriser le pouvoir Ouattara et aujourd'hui la société civile que Ouattara avait décapitée. On espère qu'elle est la bienvenue et la vision dont elle a la dernière fois dans sa conférence, elle a expliqué aujourd'hui la position qu'elle prend est la bienvenue. On n'est pas surpris. Je pense qu'elle est venue à point nommé. On espère seulement qu'elle pourra se mouvoir, elle pourra aller au-delà des partis politiques du PDCI-RDA, du PPACI, du FPI et des autres partis qui n'arrivent pas à s'exprimer sur l'échiquier politique. Ah, c'est pour vous relancer, mon cher Baba Nicolo. Vous avez parlé de l'ambition du parti de Mme Simone Gbagbo. On parle bien sûr d'une ambition humaniste et progressiste, fortement ancrée dans le social-démocratie. Et la devise est audace, solidarité, souveraineté. C'est d'ailleurs l'une des valeurs qui sont aujourd'hui véhiculées par Mme Simone Gbagbo à travers donc son parti politique. À votre avis, qu'est-ce qui fait selon vous la force du mouvement des générations capables et de sa présidente? Alors, ce qui fait sa force, c'est d'abord sa rupture avec son ex-parti. Oui, je pense que c'est une force pour elle, d'autant plus que, on ne va pas revenir dessus, mais ça fait jaser. Ça fait jaser qu'une femme aussi lourde politiquement puisse à un moment donné subir les armes des grands hommes politiques emprisonnés, maltraités, au pouvoir. Ensuite, le pouvoir a été décapité par la France. Son mari déporté, revenu, et elle n'a pas eu la chance de faire reluire leur appareil de base. Donc aujourd'hui, des gens disent que le président Laurent Gbagbo et Mme Simone Gbagbo, c'est le torchon qui a brûlé. Mais moi, je dis, en œil politique, je pense que non. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'il y a une situation, il faut réfléchir autrement. Je pense qu'à un moment donné, face à une réalité, il faut se donner les moyens et l'intelligence de se projeter en avant. Aujourd'hui, ce qui fait sa force, c'est que le président Laurent Gbagbo, revenu de sa déportation avec une nouvelle vision politique. Au départ, le FPI, c'était pour arriver au pouvoir. Avec Mme Gbagbo, le FPI voulait arriver au pouvoir. Le FPI s'est donné les moyens d'arriver au pouvoir. Le FPI voulait lutter contre le multipartisme. Le FPI a atteint le multipartisme. Le FPI a permis à d'autres partis politiques d'exister en Côte d'Ivoire. C'était une première victoire. Ensuite, le FPI est arrivé au pouvoir. Et une fois au pouvoir, il fallait une nouvelle donne. Lorsqu'ils étaient au pouvoir et qu'ils avaient commencé à être attaqués par la France, le FPI a vu d'autres entités, d'autres jeunesses, d'autres forces venir s'agripper au FPI. Donc, obligatoirement, dans la nouvelle donne, le FPI devait changer de couleur. Et voilà pourquoi quand le président Laurent Gbagbo est venu, il n'a pas tenu compte de ce qu'on dise le FPI d'Afi N'Guessan. Non, je pense que c'était déjà préparé en prison. Je pense que la réalité du moment imposait au FPI de changer de coloration. Malheureusement, le président Laurent Gbagbo est venu trouver un parti en lambeaux, un parti déchiré, un parti qui était à la solde de Ouattara. Il a voulu mettre un pas en avant et donner le PPACI. Dans cette posture de PPACI, est-ce que Mme Gbagbo avait sa place? Mme Gbagbo avait compris déjà avec les dissensions, la déchirure, les règlements de compte, le combat de positionnement, que si elle s'alliait au FPI tout de suite, le FPI allait avoir du fil à retordre dans la combativité interne. Alors, il fallait
donner une force au président Laurent Gbagbo en créant un autre parti. C'est-à-dire, imaginez un instant que demain, on arrive à des élections où le COJEP de Charles Blé Goudé, qui jusqu'aujourd'hui dit qu'il est pro-Gbagbo, le MGC de Maman Simon Gbagbo, le PPAC du président Laurent Gbagbo, face à un challenge, naturellement, c'est une force naturelle, une force légitime. Ils se mettront ensemble et ils formeront le trio fort d'avant le triangle qui est aujourd'hui fait peur à la France. Aujourd'hui, il faut tenir compte aussi que ce qui fait sa force, c'est qu'elle est la femme à abattre auprès de Laurent Gbagbo. Toute la France a montré Mme Gbagbo comme étant le fer de lance de la résistance. Toute la France, l'oligarchie mondiale, l'OTAN, ont pointé Mme Gbagbo comme étant celle qui était la branche radicale de ce combat du président Laurent Gbagbo pour atteindre ses objectifs contre la France-Afrique. Alors, il fallait la battre. Et pour ça, pour être plus forte, pour être plus expressive, il fallait qu'elle se démarque de cette lumière avec elle, le président Laurent Gbagbo, pour créer son entité, pour que ces trois entités-là, contre le régime en place, contre la France-Afrique, puissent avoir une force de débat. Elle a créé son parti pour projeter la force débat et je pense que c'est ça qui fait sa force. Sa force, c'est de comprendre que le président Laurent Gbagbo peut s'exprimer dans son ordre, Charles Blé Goudé, qui est son fils, peut s'exprimer dans son ordre et elle aussi elle peut s'exprimer en rassemblant autour d'elle tous ceux qui pensent être déçus de la démarche nouvelle du président Laurent Gbagbo, entre guillemets, parce qu'ils disent que comme il est revenu et que, ça je vais le dire de façon extra-politique, hein, et qu'il n'est pas resté avec elle, qu'il a envoyé un colis piégé, une tutrice et tout, fallait à un moment donné qu'on le quitte parce qu'il n'est pas le même Laurent Gbagbo d'hier, patati patata. Donc elle pourra quand même ramener à elle tout ce peuple-là. Ceux qui aujourd'hui, les jeunes patriotes qui pensent avoir été délaissés au profit du président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé va les ramener. Donc dans tous les cas, ce groupe PPACI, MJC, COJEP sera une force de main et une force à toute épreuve qui va s'affirmer. Alors, Mme Laurent Gbagbo a eu le nœud creux et c'est ça qui fait sa force. Sa force, c'est qu'elle est combative, sa force, c'est qu'elle est réaliste, sa force, c'est qu'elle a avec elle des Ivoiriens qui croient en son combat et je pense que ça fera une force pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est le bienvenu et c'est tout ça là qui fait un peu la force de Mme Gbagbo parce qu'elle a passé, elle a traversé le feu, elle a subi, elle a eu l'expérience de lutter contre le multipartisme, elle a eu de lutter pour le multipartisme, elle a eu l'expérience d'arriver au pouvoir en tant que première dame, elle a eu l'expérience d'être députée, elle a eu l'expérience de faire la prison sous Ouattara sous plusieurs formes, elle a eu l'expérience d'être réduite à zéro, elle a eu l'expérience d'être confrontée à un combat interne. Aujourd'hui, elle a l'expérience de créer elle-même son propre parti et ce parti-là, je pense qu'elle est aguerrie, c'est bienvenu et je pense que les Ivoiriens, à un moment donné, vont accepter son existence et aussi vont continuer à la mener. Donc, c'est ça qui fait ça, je pense. Merci à vous, Kosisi Baba Nicolo. Avant peut-être de poursuivre les échanges, notamment sur le plateau, on va prendre cette réaction de Mme Simone Gbagbo parce qu'elle a réagi pendant, bien sûr, le lancement de son parti politique. Elle n'a pas clairement affiché ses ambitions pour les présidentielles à venir, mais une chose est sûre, peu importe le candidat qui sera investi par son parti, ce dernier se battra à fond pour aller challenger ou du moins concurrencer le président actuel, M. Alassane Ouattara. On écoute Mme Simone Gbagbo. Le candidat ou pas, ça va dépendre du parti. Ce n'est pas moi qui prends la décision, c'est le parti qui prend la décision. Et comme le parti n'a pas encore pris la décision, je ne peux pas vous donner de réponse dans les médias. Mais une fois que le parti aurait décidé qui va être le candidat, eh bien ce candidat-là se battra pour gagner les élections, quels que soient les autres candidats qui sont en face. Voilà. On ne va pas faire d'exception pour quelqu'un, etc. Hein. Et il est évident que nous sommes ouverts. Et si d'autres veulent nous rejoindre, mais nous allons les accueillir avec joie. Il y en a déjà qui nous ont rejoints. Ce sont des organisations, qui sont des mouvements, etc., qui ont décidé de nous rejoindre et qui nous ont déjà rejoints. Maintenant, est-ce que des partis vont également venir? Bon, pour l'instant, là, on n'en a pas encore enregistré. Mais nous sommes ouverts. Tous ceux qui viendront et qui seront sur les mêmes valeurs que nous, bon, mais nous les accepterons avec joie. Voilà donc la réaction de Mme Simone Gbagbo au lancement donc de son parti politique. Monsieur Kodo, elle n'a pas clairement affiché ses ambitions. Elle le dit, c'est pas forcément elle qui sera investie par son parti politique, mais au cas où elle serait investie par le MGC, il est quand même clair qu'en termes d'expérience, c'est une dame qui en a forcément et qui peut peut-être chambouler l'univers politique de Côte d'Ivoire, du moins dans les années à venir. Oui, mais elle donne un message, elle passe un message sans ambiguïté. Lorsque vous la suivez, elle prend un peu elle fait preuve de modestie. Oui.
elle ne veut pas se prévaloir d'être la plus méritante de son parti pour pouvoir être investie dans la perspective de la présidentielle. C'est pour ça qu'elle rappelle qu'elle sera, que c'est le parti qui choisira le candidat qui sera investi. Maintenant, compte tenu de son background, il est quand même certain que sur le théâtre politique en Côte d'Ivoire, elle a son mot à dire. Elle a son mot à dire. Maintenant, comme je le disais tantôt, il y aura un jeu d'alliance. Et au regard de son expérience politique, je crois qu'elle est très très bien placée pour se projeter, pouvoir savoir avec qui ils pourront faire mouche si jamais ils décident d'affronter le régime actuel à la prochaine présidentielle dans quelques années. Donc, on peut donc tout simplement se dire que les jeux ne sont pas encore faits, mais elle est en train de construire, elle est en train de construire sa stratégie en s'appuyant naturellement non seulement aux militants de son parti, mais également en comptant sur des éventuelles alliances, que ce soit des mouvements ou des organisations de la société civile, pourquoi même pas des partis politiques tels qu'elle-même le rappelle. Donc ça va se jouer. Certainement, ça va se jouer et ça va se jouer avec elle. Non, ça va forcément se jouer avec elle. Monsieur Prezo Eyoma, elle le dit clairement dans cette intervention, elle ne laisse pas la porte fermée. Au contraire, elle ouvre la porte pour que tous ceux qui voudront bien se joindre à elle puissent le faire. Vous êtes en politique, forcément, quelle pourrait être l'importance du jeu politique dans cet exemple précis du côté de la Côte d'Ivoire? Oui, je voudrais d'abord dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, n'est-ce pas, au sein des partis, d'attendre ou d'espérer qu'on sera rejoint. Ouais. Ça, c'est très clair. Mais maintenant, pour que cela puisse être réalisé, il faut compter avec la personnalité de celui qui est à la tête d'un parti. Il faut compter avec, n'est-ce pas, la dynamique même, n'est-ce pas, de la vie des partis politiques et plein d'autres éléments. Notamment, je voudrais dire que, sauf si je me trompe, Simone Gbagbo serait la toute première dame qui soit présidente d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Et donc, lorsqu'on accumule, bien évidemment, j'indiquais le fait tout à l'heure de la solidarité à Laurent Gbagbo, mais d'autre part, elle pourrait avoir raison parce que, en tout cas, quand on regarde le fait qu'elle est une femme, cela est un élément assez important. Une femme qui crée un parti politique, et ça peut permettre d'évacuer un certain nombre de tares, n'est-ce pas, que les gens auraient eu vis-à-vis d'elle. Bon, deuxièmement, je voudrais dire que néanmoins, il faut éviter, ou bien il est très important de faire une distinction entre, n'est-ce pas, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Parce qu'en réalité, chez nous, dans beaucoup de pays, notamment des pays africains, le discours n'est pas suivi par les actes. Et de par mon expérience personnelle, je dis s'engager à être un leader est une chose extrêmement difficile. Elle est une chose qui nécessite beaucoup de courage, mais aussi beaucoup de sobriété. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle a, comme le disent certains dans les milieux religieux, elle a ce karma, elle a, n'est-ce pas, ce magnétisme-là, cette capacité à tirer les foules, qui naît de son activité en réalité. Mais néanmoins, je dis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans la scène politique africaine, notamment dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a, comme je le disais au début, une sorte de déchirement qui est lié à la nature même sociologique du pays
mais en plus de la fragilité des hommes politiques, c'est-à-dire que l'instabilité qu'il y a à pouvoir bâtir, au-delà des partis politiques, bâtir des hommes qui peuvent, n'est-ce pas, être des gens capables d'envisager un avenir sans être des gens qui sont, n'est-ce pas, qui se basculent de gauche à droite. Ouais. Donc, c'est pour dire que l'initiative de Mme Gbagbo est une très bonne initiative qui sera suivie par beaucoup d'Ivoiriens certainement, mais il faudra compter avec la qualité des gens. Il faudra compter avec son aptitude et celle de tout ce qui l'entoure, n'est-ce pas, à travailler, à bâtir des Ivoiriens capables, n'est-ce pas, de porter le message. Donc, il faudra faire un effort pour associer le message qu'elle a à des actions pour que, effectivement, elle puisse gagner du terrain. Parce que, ça, il faut le dire, hein, il faut le dire clairement, les hommes qui peuvent accepter de s'associer avec vous, nous le voyons aussi dans la scène politique camerounaise, sont souvent des gens instables. Donc, il faut travailler, n'est-ce pas, son message, il faut le travailler, il faut former les hommes qui pourront donc être capables, n'est-ce pas, de l'accompagner. Parce que malgré le fait qu'il y ait l'émiettement, par exemple, du FPI, ben, cela ne veut pas dire que cela est à son avantage forcément. Parce que, vous voyez, en politique, c'est aussi la quête du positionnement. Il y a des gens qui se contentent tout simplement d'avoir des positions, même si le parti... Donc, il y a tout cela à travailler parce que l'Afrique, en général, en a besoin pour être un continent où les pays mènent la politique avec conviction, en bonne conscience, avec la conviction que, effectivement, nous avançons. Et nous avançons pour accomplir, n'est-ce pas, des choses qui peuvent être profitables pour tout le monde, des choses dont on peut témoigner demain ou après-demain. Donc, il est très important de mettre un accent là-dessus et de faire que toutes ces choses-là s'accrochent à la personnalité qu'elle a. Parce c'est une forte personnalité. Je dis, comme elle est une femme, je crois que ça va sérieusement compter pour elle dans ce qu'elle est en train de faire. Bon, nous espérons simplement qu'elle pourra faire un travail de fond parce que le temps, nous sommes pratiquement à la deuxième moitié de 2022. Donc, d'ici 2025, je ne sais pas si ça fait 2 ans. Exactement, c'est ça. Donc, en 2 ans, est-ce qu'elle pourra accomplir tout ce travail-là? Bon, nous lui souhaitons bon vent, en tout cas. L'échéance est là. Elle va arriver très, très, très rapidement. Alors, Baba Nicolo, à une époque en Côte d'Ivoire, Madame Simone Gbagbo était surnommée Dame de Fer. Est-ce que vous pensez que sa forte personnalité peut être un atout dans le processus qu'elle a entamé il y a quelques jours de cela, celui de rassembler un maximum de personnes à sa cause? Alors, vous voyez, ces noms-là, c'est pas des noms forcément que les Ivoiriens donnent, hein, je vais vous dire. C'est des noms que l'oligarchie mondiale donne. C'est des noms que la France a donné à Mme Simone Gbagbo dans son esprit de déstabiliser le couple Gbagbo. Dame de Fer, c'est le nom que les médias français lui ont donné. Vous voyez? Alors, on va subordonner sur ce nom. Dans le régime du FPI, les oui-dits, les couloirs disaient que c'est elle qui était la branche plus musclée, plus, comment dirais-je, radicale du président Gbagbo. Elle était traitée de tous les noms, hein. Mais comme je vous le dis, tout ça c'était de la France et tout qui faisait ça dans la communication. À tel point que souvent, lorsqu'elle est invitée sur des plateaux télé où elle a fait 1 ou 2 fois, on la taxait d'être celle qui était un peu plus dure, celle qui était contre la France-Afrique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est en tant que femme de fer qu'elle fait ce travail? Je ne pense pas. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire?
redonner à la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Hier, dans la poursuite où elle était taxée d'être dame de fer, elle était dans les arcanes d'une lutte contre un régime, les débuts de la France-Afrique avec le président Houphouët-Boigny. Avec son compagnon de lutte, le président Laurent Gbagbo, ils ont fait ensemble avec Boga Doudou, Abdoulaye Sangaré et tous les autres, le FPI. Le FPI s'est donné les moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, d'avoir le multipartisme. Ils ont obtenu le multipartisme, qui est une victoire dont elle est contente. Ensuite, le FPI a tout fait pour gérer les affaires du pouvoir, c'est-à-dire la refondation. Le FPI a été démantelé, bombardé, a été le président, le leader, déporté, elle-même emprisonnée, la plupart assassinés, d'autres en exil par la France. Elle revient de loin, elle revient de là, et il y a une nouvelle donne politique avec un dictateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver les voies et moyens pour arriver là. Est-ce que dans sa posture de dame de fer, elle peut y arriver? Non. Ce qui l'amène aujourd'hui à poser ses actes, et vous voyez la vision qu'elle se donne, un parti humaniste, un parti qui se base sur la réalité, un parti qui se base sur former la mentalité, former les hommes. Il faut tenir compte aussi que dans le FPI, le rôle qu'elle jouait, elle était formatrice de cadre du FPI. C'est elle qui était à la formation politique. C'est à elle que dans le SFPI, on avait donné cette charge de former tous les leaders et tous les fédéraux du FPI. Donc, c'est cette qualité d'enseignante-là, parce que les docteurs, il faut risquer, et cette qualité de combativité dont aujourd'hui elle est loin, qui lui donne plus de tonus, et non la dame de fer qu'elle. Aujourd'hui, elle s'est donné une autre carapace. Une carapace de femme qui a vu qui est passée d'un point A à un point B de gestion de pouvoir à opposition. Elle a une carrière d'une femme qui a traversé l'enfer en se faisant bastonner, en allant en prison, en sortant de là. Une carrière d'une femme qui a vu son compagnon aller créer un autre parti au détriment d'elle. Une femme qui a une carapace qui a vu l'homme avec qui elle était aujourd'hui se démarquer, faire un autre foyer, officieusement, parce qu'ils sont encore légalement mariés. C'est toute cette force-là. Aujourd'hui, elle voit son pays qui est, comme hier, pendant qu'elle combattait le parti unique du fouet, qui est dans la main d'un monsieur qui terrorise son peuple, qui ne donne pas pion sur rue à aucun Ivoirien, qui vit dans un ivoirophobie qui ne dit pas son nom. C'est toute cette ambiance-là, toute cette carapace-là qui aujourd'hui amène Mme Gbagbo à s'affirmer en tant qu'une femme capable et non en tant qu'une femme comme vous avez dit tout à l'heure, une dame de fer. Une dame de fer, non. Oui. Aujourd'hui, elle s'affirme en tant qu'une femme capable. Et puis, tout à l'heure, vous avez signifié que dans sa trilogie de combat, il y a audace. Oui. Audace veut dire quoi? Audace est au-delà de la femme de fer qu'elle est. Parce que la femme de fer, c'est déjà un acquis, c'est déjà une expérience qu'elle a vécue, un nom que lui a donné la France. Mais elle, quand elle parle d'audace, ça rejoint le mouvement des générations capables. Ceux qui sont capables d'oser aujourd'hui, comme le Mali, ceux qui sont capables de maintenir le cap de l'africanité, du panafricanité, des valeurs africaines, ceux qui sont capables d'aller affronter la mort, parce que Ouattara représente la mort, ceux qui sont capables de faire front, de faire des sacrifices, mieux qu'hier, ceux qui sont capables aujourd'hui de tout abandonner pour réussir ce nouveau pari. C'est là que vous trouvez audace. Elle a parlé de solidarité. Dans notre trilogie de devises, il y a union, discipline, travail. Oui. Et dans notre hymne national, il y a la solidarité. Donc, c'est des valeurs que la Côte d'Ivoire a perdues, qu'elle veut renaître. C'est des valeurs que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, grâce à Ouattara, grâce à la France, grâce à l'OTAN, grâce aussi à la nouvelle donne, cette Côte d'Ivoire pervertie, cette Côte d'Ivoire divisée, où les élèves n'ont pas de travail, où la mémoire collective est déchirée par la vulgarité, les assassinats, la vie facile. Cette Côte d'Ivoire qui a perdu ses valeurs, ses mœurs, c'est tout ce combat-là qu'elle veut mener. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle aborde une casquette, une coquille de quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui veut oser, quelqu'un qui veut être déterminé, quelqu'un qui a un nouveau vent. Et ceci, vous l'avez dit, elle a dit qu'il y a des forces, il y a des partis qui les ont déjà rejoints. Aujourd'hui, il faut dire que Mamadou Koulibaly a aussi une force qui joue tant bien que mal son jeu, avec qui elle a de bons rapports. M. Shafi Nguessan, qui a gardé l'enveloppe vide du FPI, qui a aussi une force avec qui elle a de bons rapports. Charles Blé Goudé, qui aujourd'hui est de la jeunesse panafricaine, qui est du COGEP, avec qui elle a de bons rapports. Donc, il y a autant de partis politiques, naturellement, qu'elle essaie de rallier ça et là. Et mieux, elle fait aussi le pont entre les partis politiques et les chefs traditionnels, la chefferie. Elle fait aussi le pont entre les partis politiques et les religieux, parce qu'elle est très charismatique. Donc, c'est tout ce bagage aujourd'hui qui fait Mme Simone Gbagbo une femme capable. Je préférais dire une femme capable qu'une femme de fer, parce que hier, oui, avec le président Laurent Gbagbo, elle était taxée de tout ce rôle-là. Parce que vous voyez, aujourd'hui, l'Occident, lorsqu'il n'arrive pas à atteindre quelqu'un, il traite sa femme ou sa compagne ou ses amis de tous les noms. Blé Goudé a été traité d'être le général de la rue, le général des Panafricains, sali, déporté et tout.
elle a été traitée d'une femme de fer. Tout ça pour lui donner une image de quelqu'un qui est méchant, de quelqu'un qui est radical, de quelqu'un qui est totalement anti-française. Tout ça dans ce cadre-là. Maintenant, je préfère que le thème soit femme capable, parce qu'il y a un mouvement capable. Je préfère soit une femme, une mère ivoirienne qui se bat à la trempe de Winnie Mandela. Merci à vous, Koussissi Baba Nicolo. Alors, parmi, bien sûr, les défis qu'elle se donne, en prélude, bien sûr, forcément, au présidentiel du côté de la Côte d'Ivoire, elle prévoit, entre autres, d'augmenter le pouvoir d'achat, reformer le système électoral, lutter contre tout trafic, mais surtout contre la menace djihadiste présente notamment au niveau des frontières de la Côte d'Ivoire. Voilà, en quelque sorte, les grands axes donc, de la campagne de Madame Simone Gbagbo, peut-être un regard des plus avisés donc, sur un certain nombre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde ces axes que je viens d'évoquer, augmenter le pouvoir d'achat, reformer le système politique, lutter contre tout trafic de tout genre, on peut dire qu'elle pourrait être une menace sérieuse, M. Kodo, pour Alassane Ouattara lors des prochaines élections? Elle ne pourrait pas être, elle est déjà une menace sérieuse, parce que les mots qu'elle entend, contre lesquels elle entend lutter sont naturellement ceux-là même qui ont maintenu Alassane Ouattara au pouvoir, c'est-à-dire les trafics de tout genre, la vie chère et tout ce qui vient avec. Parce que la Côte d'Ivoire, vous savez, Alassane Ouattara a enfermé la Côte d'Ivoire dans un cycle d'endettement sans fin qui fait de ce pays désormais un pays endetté pour des centaines, pour plusieurs décennies, voire même pour plusieurs siècles, à travers les fameux projets d'infrastructure qui naturellement ne remplissent pas le marché de la ménagère. Donc vous comprenez que c'est toutes ces dépenses de luxe ou alors de prestige qui en fait privent généralement les pays africains ou alors les populations des pays africains des ressources qui peuvent servir à leur mieux-être. S'attaquer donc à ces problèmes pour Madame Gbagbo devient une priorité et une manière de corriger même la gouvernance politique du côté de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on lui souhaite, c'est d'y avoir beaucoup de succès dans ce sens-là, parce qu'en réalité, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est sous le coup de cette gouvernance approximative imposée par les institutions de Bretton Woods, et c'est également tous les pays de l'Afrique francophone qui en souffrent, où on se rend quand même compte qu'ils sont pris en otage par les mêmes mots. Donc les mots qu'elle évoque, qu'elle soulève, les problèmes qu'elle soulève sont des problèmes récurrents dans l'espace francophone, et compte tenu de sa posture panafricaniste, je pense que là, elle pourrait frapper un sacré coup sur le plan politique si jamais elle parvenait à envoyer des signaux forts dans cette perspective-là. Alors, M. Prezo et Youm, vous la voyez frapper un sacré coup sur la scène politique ivoirienne, avec bien sûr ces ambitions-là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est bien partie pour bousculer la hiérarchie de la vie politique ivoirienne? Bien, cela peut être possible de manière assez relative, hein, parce que, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, le parti vient à peine d'être créé. C'est vrai que de façon officielle depuis, de façon officieuse, parce que c'était d'abord un mouvement qui a vu le jour en septembre 2021, mais plutôt en soutien à Madame Simone Gbagbo, mais là, il y a une transformation en parti politique. Oui, mais surtout, c'est pas, quand je dis, il faut faire une petite distinction entre le parti et sa vie politique, hein, parce que ce qui peut, qui jusqu'à présent et dans l'avenir, n'est-ce pas, sera remarquable, c'est simplement son parcours politique. Parce que c'est ça qui fera la qualité de ce parti. Ou bien qui fait aujourd'hui l'identité de ce parti. C'est son parcours politique. Donc, ce qui est vrai, c'est que quand on prend en compte tous les éléments qu'il y a sur la table, bien évidemment, on ne pourra pas d'emblée dire qu'elle va faire un grand coup, parce que il va d'abord falloir que son parti soit assez suffisamment représenté d'abord sur le terrain. Oui. Parce que ça, c'est très important. Bon, là, je n'ai pas le calendrier exact des élections en Côte d'Ivoire, parce qu'en plus donc de la présence du parti sur le terrain, comme partout, un élément fondamental, c'est que ce parti soit représenté dans des institutions.
Parce qu'on parle d'abord des élections locales avant les présidentielles. Absolument. S'il y a donc les élections locales, il va falloir que, n'est-ce pas, son parti fasse un bon score en tant que parti et bien évidemment espérer faire, n'est-ce pas, un groupe avec d'autres qui pourront s'allier pour que cela puisse permettre de peser de tout leur poids, n'est-ce pas, dans la transformation des choses, parce que en fait c'est le poids politique que vous avez au sein, n'est-ce pas, de l'appareil qui peut vous donner la force d'influence, d'apporter des transformations dans la vie politique dans un pays. Mais il faut déjà dire, il y a un élément que je veux mentionner et qui pour moi est un élément très essentiel. Vous comprenez, c'est qu'au-delà du fait que la France intervienne dans les affaires politiques des pays dits francophones, il y a un élément très important, c'est la Constitution. Vous savez, la Constitution consacre la formation d'un État. Mais quand la Constitution d'un pays est une constitution instable qu'on peut changer tous les jours selon son vœu, cela crée un sérieux problème. Cela remet en cause l'existence même du pays, parce qu'un pays doit être stable pour pouvoir, n'est-ce pas, développer les différentes politiques donc subséquentes qui permettront que, n'est-ce pas, lorsque vous venez, vous voulez faire un examen de ce pays, vous constatiez que effectivement ce pays est fondé sur des bases qui sont des bases solides. Bon, néanmoins, nous espérons que comme la vie elle-même est dynamique, la politique aussi est dynamique, elle pourra apporter, n'est-ce pas, son influence qui éventuellement, n'est-ce pas, amènera la transformation d'un certain nombre de choses sur le plan institutionnel, sur le plan social, c'est-à-dire dans la vie des Ivoiriens. Donc, ça, c'est inévitable au cas où, n'est-ce pas, elle arriverait à s'imposer sur le terrain et avoir des élus. Parce que ce sont ces éléments-là qui peuvent ou qui déterminent, n'est-ce pas, l'impact que pourrait avoir un leader politique ou bien un parti politique dans la transformation de la société. Donc, voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. D'accord, merci beaucoup à vous, M. Prizo Youm. Alors, Okosisi, ma question est à double volet, je vais le dire comme ça. D'abord, celle à laquelle les messieurs sur le plateau ont tout d'abord répondu. On parle bien sûr de sa capacité à aller peut-être challenger M. Alassane Ouattara. Vous pensez qu'elle est aujourd'hui suffisamment outillée pour aller, bien sûr, bouleverser un tout petit peu l'univers politique du côté de la Côte d'Ivoire? Si oui, est-ce que Mme Simone Gbagbo est une menace réelle pour les intérêts de la France du côté de la Côte d'Ivoire? Alors, comme l'a dit tout à l'heure le doyen lorsqu'il a pris sa parole, au-delà même du fait que la France s'immisce dans les histoires des pays qui ont colonisé, comme la Côte d'Ivoire, il faut aussi tenir compte aussi de la Constitution et de son applicabilité. Alors, est-ce que Mme Simone Gbagbo est une menace pour la France? Tout à l'heure, vous m'avez posé la question précisément de savoir si, en tant que femme de fait, elle pourrait arriver à ses fins. Je vous ai dit que déjà, le pseudonyme, le petit nom femme de fait a été donné par la France. Pourquoi ils lui ont donné ce nom? Naturellement parce qu'elle prenait des positions nationalistes, elle prenait des positions panafricanistes, elle prenait des positions de souveraineté. Elle a toujours dit, elle a toujours milité avec son mari pour que l'Afrique soit totalement libre, et en particulier la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'elle est une menace? Regardez son passé, regardez son combat, regardez ses affirmations, regardez ce qu'elle dit, regardez comment elle a osé se dire qu'en Côte d'Ivoire, l'opposition malienne n'avait pas le droit de venir et dissoudre pour créer des problèmes à Côte d'Ivoire. Regardez comment elle a apporté son soutien au Mali. Aujourd'hui, quand on parle en termes d'image, de pays qui fait face à la France, c'est le Mali. Donc, un leader de la trame de Mme Simone Gbagbo qui prend fait et cause et apporte son soutien
ouvertement, officiellement au peuple malien, est-ce qu'elle est une menace pour la France? Je vous laisse juger vous-même. Ouais. Aujourd'hui, Mme Simone Veil Gbagbo a montré par A plus B que déjà, lutter contre Houphouët-Boigny, qui était un pion de la France, est une réponse claire à votre question. Ensuite, gérer les pouvoirs et vouloir que la Côte d'Ivoire soit souverainement assise, que la Côte d'Ivoire ait été frappée par une rébellion menée par la France. Pourquoi la France a décidé jusqu'au dernier moment de venir bombarder sa maison avec son mari et ses parents à l'intérieur? C'est parce que le couple Gbagbo est déjà un esprit, une force de souveraineté, une force d'affirmation en tant que pays libre. Donc, c'est la même personne aujourd'hui qui crée un parti politique où elle dit il faut voir les mentalités, il faut aller voir les échanges commerciaux, il faut lutter contre la géopolitique, il faut tenir compte de cette nouvelle réalité qui veut que la Côte d'Ivoire est dans la débauche, la Côte d'Ivoire est dans la facilité, les mœurs sont ternies. Qui est-ce qui fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est dans la débauche? Naturellement, le régime dictatorial d'Alassane Ouattara. Qui est Alassane Ouattara? C'est le boy, le sous-préfet de la France. Donc si aujourd'hui Mme Ouattara déjà, et autant pour Mme Gbagbo, déjà commence à critiquer, à mettre le pied dans les plats, naturellement, officiellement, sans peur, sans embâche, c'est tout simplement pour dire que face à la France, face aux intérêts de la France, demain, Mme Gbagbo, si jamais elle arrive à atteindre le pouvoir d'État, chose que nous lui souhaitons, elle va plus privilégier l'Afrique, elle va plus privilégier la Côte d'Ivoire, elle va plus privilégier les intérêts de la Côte d'Ivoire que ceux de la France et de la France-Afrique. Donc, la réponse, elle est claire. Ouais. C'est dans vos mains. Est-ce que Mme Gbagbo est un obstacle pour la France? Aujourd'hui, tout Africain normal, tout Africain qui a étudié, tout Africain qui voit la réalité du monde avec l'avènement du combat du Mali, devrait lutter pour rompre toutes ces relations. Alors, si elle est logique avec son combat, si elle est logique avec ce qu'elle dit, si elle est logique avec sa conférence de presse, normalement, elle devrait être un obstacle pour la continuité, la perpétuation de la France-Afrique. Donc la réponse est claire, c'est oui. Maintenant, vous avez posé une question dans l'attente de savoir si elle voulait arriver au pouvoir. Est-ce qu'elle était capable d'affronter Ouattara? Vous voyez, Mme Simone Veil Gbagbo fait partie de ces politiques qui, pendant les moments difficiles, s'est affirmée. La période où il y avait Ouattara voulait forcer son mandat, Mme Gbagbo a pris une position claire. Elle était la première politicienne, pour ne pas dire le premier politique, a dit que le mandat de Ouattara était illégal et illégitime. Elle était le premier politique à dire qu'à la fin du mois d'octobre, le mandat de Ouattara était terminé. Elle a été la première politicienne à dire qu'il fallait créer un conseil national de transition parce que le pouvoir de Ouattara était terminé. C'est elle qui a impulsé ce que vous avez compris par la suite, le CNT. Donc, quand une femme prend cette position, sachant bien qu'elle est au pays, sous le joug de Ouattara, avec l'épée de Damoclès de la justice sur sa tête, et qu'elle ne se gêne pas, elle n'a pas peur de dire ce genre de mots, est-ce qu'elle est un challenger capable contre Ouattara? Oui. Quand ils ont créé le CNT, et que ça s'est passé comme ça s'est passé avec des millions de morts sous la main pour Ouattara, et à cause de Ouattara, lorsqu'il s'est agi d'aller aux élections législatives, elle a dit clairement que elle, Mme Gbagbo, elle n'était pas pour ces élections parce que ça légitimait Ouattara. Mais néanmoins, elle n'en voudrait pas à toute personne, tout parti politique qui souhaiterait y aller. Est-ce que cette dame-là peut faire front à Ouattara? Oui. Ensuite, par sa démarche, par ses sorties, comme vous avez tout à l'heure l'exemple avec le Mali, par sa manière de s'affirmer, d'aller au front et dire les choses telles qu'on peut les dire, critiquer le pouvoir Ouattara en ordre et appeler Ouattara à faire rentrer Soro Guillaume, Charles Blé Goudé, à ouvrir et à libérer tous les prisonniers politiques comme le font d'ailleurs les autres politiques. Est-ce qu'elle est un challenger capable d'affronter Ouattara? Oui. Sauf que, comme l'a dit les copanélistes, c'est précoce. Pour qu'un parti politique soit implanté, c'est une autre réalité. Il faut avoir les moyens que je ne pense pas qu'elle ait, parce que Ouattara les a tous fermés. Il faut aussi avoir l'audace, et je pense que pour l'audace, elle est là, mais est-ce que ses collaborateurs ont cette audace d'aller au fin fond de la Côte d'Ivoire pour aller prêcher la bonne parole? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le retour du président Laurent Gbagbo, avec les autres partis politiques, le FPI, le COGEP, le PDCI et autres, est-ce qu'elle a encore la cote de pouvoir aller se faire des militants, puisque les militants en Côte d'Ivoire, à la base, sont PDCI et au mieux sont un PPACI, pour ne pas dire FPI, ancien FPI, et aussi un peu RDR. Est-ce qu'elle a la capacité de pouvoir influer les Ivoiriens sur une autre entité politique? Voilà là où se trouve le bas blesse, pourquoi je parle de précocité. C'est encore précoce, mais je sais que Mme Gbagbo, tous ceux qui aiment Gbagbo, l'aiment. Mme Gbagbo est une figure de la politique ivoirienne. Mme Gbagbo est la paire et le binôme du président Laurent Gbagbo. Donc, dans tous les foyers, ceux qui connaissent le président Gbagbo et l'aiment, automatiquement l'aiment. Maintenant, avec cette fracture qu'il y a eu d'abord maritale, qui est un problème privé, et cette fracture politique, est-ce qu'elle pourra
regagner le cœur des Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens l'aiment toujours comme hier en tant que la femme du président Gbagbo? Est-ce que les Ivoiriens sont capables de faire une nouvelle aventure avec elle? Est-ce que les Ivoiriens sont prêts, avec la mentalité africaine macho, de voir une femme aux affaires? Ça, c'est une autre réalité qu'il faudra voir dans le temps. Et c'est face à cette réalité, je vais tirer le joker pour dire 50-50. Madame Gbagbo ne pourra pas tout de suite affronter Ouattara. Lui, il faut du temps de bien asseoir son articulation, de bien asseoir son parti politique. Et elle a dit quand elle joue l'humilité. Elle joue l'humilité dans le temps. Mais je pense qu'à la longue, elle fera une alliance, comme je vous ai dit, avec les autres partis qui sont disrespectés du pouvoir, avec les autres partis, les petits partis comme on les appelle, avec ses camarades dont elle a gardé les bons rapports. Et elle fera aussi une autre fois si elle fait un regroupement de partis politiques. En ce moment-là, je pense qu'ils pourront présenter un candidat capable d'affronter Ouattara et de l'inquiéter. Pourquoi pas elle? Voilà ce que je tiens à dire. Donc, la première question, face à la France, est-ce qu'elle est un obstacle? Elle n'est pas l'obstacle, mais elle est challenger sérieux. Face à Draman Ouattara, est-ce qu'elle pourra l'affronter? Je pense que c'est précoce, mais néanmoins, avec le temps, nous allons l'observer. Voilà ce que j'ai à dire. On va observer cela de près. Monsieur Kodo, ce que dit Baba Nicolo est quand même assez pertinent. Le mouvement des générations capables est encore à ses débuts. Il est peut-être clair que si on veut rester objectif, d'ici 2025, l'avoir à aller briguer la présidentielle serait un tout petit peu, je vais le dire, compliqué, mais pourtant elle peut s'inscrire dans la durée, dans la continuité, c'est-à-dire peut-être dans un premier temps se livrer à ce qu'on appelle souvent dans le jargon politique le marketing politique de présence, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans le sillage politique pour s'affirmer, peut-être en n'ayant pas en vue les élections de 2025, mais peut-être une échéance encore plus dans le long terme. Oui, l'analyse de notre confrère, notre copanéliste est très claire et qui maîtrise parfaitement la scène politique ivoirienne. Ouais. Ça, c'est certain. S'agissant des chances, on peut parler des chances de Mme Gbagbo de challenger Ouattara dans l'immédiat, parce que 2025, c'est dans quelques jours. Ouais. C'est pas du tout évident, ce serait peut-être même dans une certaine mesure suicidaire, parce qu'il faudrait construire ce challenge-là avec d'autres partenaires. Parce qu'il serait très très difficile qu'elle seule puisse, avec sa jeune formation politique, puisse avoir la prétention, puisse prétendre le faire. Maintenant, comment est-ce que déjà les autres partis d'opposition vont accueillir l'arrivée de sa formation sur la scène politique ivoirienne? Ça aussi, il faut en tenir compte. Sinon, elle a beaucoup d'éléments qui militent en sa faveur sur le plan politique et qu'elle peut mettre, qu'on peut capitaliser. Non pas seulement pour son propre compte, mais pour l'opposition en général. Parce que pourquoi elle peut bien. Je pense que c'est une construction qui se fera avec les autres partis politiques pour qu'on puisse, même dans l'immédiat, ils peuvent bien affronter le président Ouattara lors de la prochaine présidentielle, mais tout se jouera sur la capacité des uns et des autres à se faire des concessions mutuellement pour pouvoir monter une alliance extrêmement solide face à Ouattara qui a quand même les moyens de l'État pour pouvoir influencer le jeu politique en Côte d'Ivoire à sa guise et surtout continuer à faire, à servir le maître français dans ses patrons de l'Hexagone. Donc, à ce moment, on ne peut pas. Je pense qu'il est précoce pour le président, pour Madame Gbagbo de se lancer directement de front face à Ouattara, mais par contre, à travers un jeu des alliances, de manière consensuelle de toute l'opposition, ou alors de l'opposition qui croit à l'avenir de la Côte d'Ivoire, à la souveraineté de ce grand pays, de l'Afrique de l'Ouest, rien n'est véritablement perdu, parce qu'il faut aussi noter que même au sein du RHDP, il y a des problèmes. Le RHDP au pouvoir dispose de toutes les ressources de l'État, mais ça ne baigne pas toujours, il y a toujours des problèmes aussi de ce côté-là. Vous avez vu l'alliance l'alliance PDC et RHDP a volé en éclat. Donc c'est des éléments qui peuvent être pris en compte par l'opposition ivoirienne et qui peut être capitalisé pour affronter d'égal à égal Ouattara le moment venu. Je pense que son entrée en politique d'ailleurs dans cette perspective-là pourrait être la bienvenue parce que ça pourra permettre aux acteurs majeurs de recoller les morceaux malgré leurs divergences et de se faire une fixation précise sur Ouattara pour pouvoir le battre ou alors
le battre, pas l'inquiéter. Voir le battre, parce qu'il y a quelqu'un qui a encore un instant, il y a le Blé Goudé, qui aussi, qui n'a pas encore dit son dernier mot, et dont on connaît également le poids politique. Donc, si tous ces gens-là arrivent à concilier leurs vues et surtout leurs ambitions politiques, je pense que en 2025, rien n'est perdu d'avance. Rien n'est perdu d'avance. Pour 2025, elle doit faire quoi, le marketing politique de présence, c'est-à-dire faire juste acte de candidature en n'ayant peut-être pas en vue de battre Ouattara, afin de s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire dans le long terme, M. Priso Eyoum? Non, mais on ne part pas aux élections sans avoir envie de battre. Ça, c'est comme si on allait dans une balade, non. Mais je voudrais dire, au-delà de tous les commentaires, de tout ce que j'ai apporté, dire que j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Parce que même si tout à l'heure je faisais allusion à Winnie Mandela, il faut avouer que Simone Gbagbo, de par son parcours, est une personnalité unique, une personnalité féminine unique. C'est vrai qu'au Libéria, nous avons eu une dame, mais ce n'était pas le même parcours. Et à la voir parler, on sent très rapidement qu'elle s'est assagie. Et je voudrais donc dire maintenant, en rentrant dans la question, pour corroborer avec ce que oui, les deux co-panélistes ont dit, mais en m'appuyant sur un certain nombre d'éléments. Vous savez, la rencontre récente entre Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et le PDCI, Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, autant pour moi. Est une indication que ces trois personnalités, en fait, n'ont plus rien à faire dans la scène politique en Côte d'Ivoire. Parce que cette rencontre n'avait pas de raison d'être. Ça dit que c'est comme si on faisait... C'était de la comédie, quoi. Et cet élément est très important pour... n'est-ce pas, la propulsion de Simone Gbagbo. Parce qu'en fait, la création de ce parti est aussi la révélation de ce que Simone Gbagbo est une dame qui est focalisée, donc qui ne tolère pas, n'est-ce pas, un jeu qui est comme un jeu de cartes, un jeu d'amis, n'est-ce pas, parce que en fait, il faut dire que si M. Gbagbo a voulu montrer qu'il était un homme humble, pour autant, il faut savoir que humilier une femme ne peut pas produire les mêmes effets que lorsque c'est un homme. Donc, Mme Gbagbo a une position assez ferme et une position qui compte pour la Côte d'Ivoire. Et en fait, il faut le dire, même si le parti, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le parti vient d'être créé, que c'est prématuré, d'être candidate, je voudrais dire que le meilleur candidat que les partis d'opposition auront aux prochaines élections en 2025, c'est Mme Simone Gbagbo. C'est elle qui sera le meilleur candidat. Et bien évidemment, en étant le meilleur candidat, il faut se dire que quand on revoit la courbe des résultats des élections, elle aura un bon résultat, même si elle ne gagne pas les élections. Donc, en fait, à l'heure où nous sommes, et en vue des élections qui arrivent, Mme Gbagbo sera en pole position. Ça, c'est sûr, parce que quand on regarde mon co-panéliste a parlé tout à l'heure des guéguerres qu'il y a au sein du PDCI, même du parti de M. Ouattara, de leurs alliances et tout cela. Évidemment, bien évidemment, tout cela profitera à Mme Simone Gbagbo. La seule chose qui reste, c'est simplement que, bon, comme je l'ai dit, sur le plan sociologique, aujourd'hui, on ne vote pas parce que ce candidat est le meilleur candidat, mais on tient compte du fait qu'il vient de telle région et de telle autre, en plus
n'est-ce pas, de l'ingérence de la France, par exemple, dont il ne faut pas, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas mettre de côté, parce que, bien évidemment, on cherche toujours à influencer pour qu'on puisse garder la main sur les uns les autres. Mais je dis, le meilleur candidat pour l'opposition en Côte d'Ivoire sera Simone Gbagbo. Quoi qu'elle l'ait dit, son parti ne pourra pas choisir quelqu'un, parce qu'il n'y a personne. Même Afin N'Guessan ne pèse plus. Gbagbo ne pourra pas aller aux élections, je ne sais pas, hein, il ne pèse plus. Et d'ailleurs, je dis, cette rencontre-là a scellé la condamnation de ces gens-là. Donc, on a besoin d'une nouvelle classe politique. Et Mme Gbagbo pourra peut-être jouer, donc, servir de lièvre, comme on dit dans l'athlétisme. Ça, c'est certain. Donc, voilà ce que je peux apporter comme contribution. La vie tranchée de M. Prezo Eyum. Alors, Okosisi Babadi, qu'on va ressortir de cette thématique avec vous. Est-ce que vous pensez que pour les présidentielles de 2025, tel qu'évoqué par M. Eyum sur le plateau, le meilleur candidat de l'opposition devrait être Mme Simone Gbagbo? Alors, je respecte ses arguments, parce qu'il a dit quelque chose qui est vrai. Mme Gbagbo peut servir de lièvre. Et il le dit pas politiquement, il le dit mathématiquement et scientifiquement. Vous voyez, scientifiquement, aujourd'hui, vu le poids du président Laurent Gbagbo, du président Rikonan Bédié hier, vu ce qu'il pèse aujourd'hui, scientifiquement, vu leur accointance et leur pacificité et leur côté placide avec l'attitude de Dramane Ouattara, ancien président du Côte d'Ivoire, pour moi je ne le connais pas comme président, scientifiquement il ne l'est pas, et vu un peu la déception des Ivoiriens, compte tenu de ce qu'il a mentionné tout à l'heure, la déception de beaucoup d'Ivoiriens de voir le président Laurent Gbagbo quitter sa femme officieusement parce qu'ils sont toujours mariés, vu que le président Henri Konan Bédié, lors de la décision civile, pendant que les Ivoiriens étaient chauds, les a refroidis, compte tenu de leur manière de s'accommoder avec Ouattara, effectivement, mathématiquement, scientifiquement, elle devrait venir en pole position de tous ceux qui sont dessus par le côté amorphe de la politique vis-à-vis de leur attente face à Ouattara. Ça, scientifiquement et politiquement, il a dit vrai. Mais politiquement, scientifiquement et mathématiquement, il a dit vrai. Mais politiquement, il faut dire qu'il a aussi mentionné ça. En Côte d'Ivoire et en Afrique, pour la majorité, on est encore tribaliste dans les élections. On est encore macho. On est encore intéressé par certaines choses et on a encore cette sorte de nostalgie de ce que les autres ont fait. Donc, politiquement, le président Laurent Gbagbo est encore un poids lourd. Il est déjà en Afrique et en Côte d'Ivoire. Le président Rikonan Bédié aussi est bien installé sur le territoire national pour avoir été le premier parti. Donc, politiquement, Simone Gbagbo, meilleur candidat par rapport à ces deux, s'il se présente, non, je ne pense pas. Politiquement, elle sera peut-être à la 3e place. Mais, ce qui est vrai et ce qui est un twist irréfragable, comme il a dit, elle sera prise pour lièvre. Elle va gêner beaucoup. Elle va gêner l'électorat du président Laurent Gbagbo. S'il n'y a pas d'alliance entre les deux, elle va gêner l'électorat du PDCI. Non, pour le PDCI, elle ne pourra pas gêner parce que le PDCI est un parti de base original. Donc, elle ne pourra pas gêner l'électorat du PDCI. Quand bien même qu'elle peut voler un peu d'électeurs. Mais pour le président Laurent Gbagbo, elle va gêner parce que déjà, pour le PPACI, pour sa création, l'avait invité lors de leur, je ne sais pas si c'est une conférence ou je ne sais pas quoi. Elle n'est pas partie. Et elle aussi, à son tour, lorsqu'elle les a invités, elle a dit dans son speech qu'elle a invité le PPACI. Ils ne sont pas venus, mais bon, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'actuellement, le challenge serait le MJC et le PPACI. Le MJC a pour soutien le COJER de Charles Blé Goudé et le FPI d'Afin N'Guessan. Le PPACI a pour soutien le FPI, vous voyez, et d'autres partis qui s'est créé ça et là. Alors, politiquement, elle va plus gêner le président Laurent Gbagbo que le président Henri Konan Bédié. Et politiquement, si on veut parler d'aller à des votes directs avec Ouattara, je pense que si on suit une vraie politique, un vrai débat d'élection, le président Laurent Gbagbo peut venir en première place, suivi du président Henri Konan Bédié et elle en 3e place. Maintenant, scientifiquement, ce qu'il a dit est vrai. Scientifiquement, aujourd'hui, elle serait la meilleure candidate. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau parti, comme on dit en Afrique, tout nouveau, ça compte. 2, on connaît sa combativité et son attitude d'être proche du peuple, d'être avec le peuple, de comprendre le peuple. On connaît aussi ces derniers moments la position qu'elle a prise à côté du peuple quand il s'est agi du mandat contre Ouattara, le 3e mandat, quand il s'est agi de
des municipales, et pardon, des législatives. Donc tout ça là milite à sa faveur scientifiquement et mathématiquement. Donc à ce moment-là, il y a deux visibilités. Politiquement, dire qu'elle est la meilleure candidate, je ne pense pas. Mais scientifiquement et mathématiquement, elle serait la meilleure candidate face à Alassane Ouattara. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier, Ouattara va se planter au 3e et en 2025, il est en train de déjà poser ses pions, mettre dans l'armée les microbes et les yambros, mettre dans l'armée ses mercenaires. Ouattara est en train de tout faire pour verrouiller en refusant par exemple de donner l'amnistie au président Gbagbo, qui ne demande pas non plus. Parce que le président Gbagbo dit qu'il n'est pas responsable de ce dont on l'accuse. Il est sorti, il a été libéré. Il n'a pas demandé quoi que ce soit à Ouattara. Donc, que ce soit une amnistie ou que ce soit une grâce présidentielle, le président Gbagbo n'est pas demandeur. Ouais. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on libère les prisonniers politiques, les exilés. Donc, amnistie ou grâce présidentielle, le président Gbagbo n'en a pas vraiment besoin parce qu'il n'est pas responsable de ce qu'on lui reproche pour avoir cassé des prisons. Il dit qu'il n'est pas voleur. Et quand on lui parle de ça, ça lui fait rire. Donc, il n'est pas content de tout ce qu'on raconte. Donc, en gros, je suis totalement d'accord avec le grand frère, mais il faut dire qu'il y a deux visibilités. La visibilité politique. Donc, aujourd'hui, en tant que femme, les Ivoiriens n'ont pas cette fatalité. Et en tant que nouveau parti, elle ne pourra pas être en tête. Mais elle pourra être un lien, elle pourra gêner. Et scientifiquement, oui, c'est un nouveau parti. C'est une femme que tout le monde connaît, qui s'est battue et qui mérite aujourd'hui qu'on lui donne ce poids-là. Donc, scientifiquement, elle pourra battre tous ces gars-là face à Ouattara. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour ces éclaircissements-là sur cette première thématique. Merci donc également à vous, parce que là, on a été bien sûr édifié sur le lancement officiel donc du parti de Mme Simone Gbagbo. On parle du mouvement des générations capables. Le parti politique a donc vu le jour il y a de cela 48 heures du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire, avec bien sûr des ambitions portées par une dame, Simone Gbagbo. L'occasion pour nous d'ailleurs d'en parler ce matin. On va tout de suite bien sûr prendre la deuxième thématique relative bien sûr à la visite annoncée du président français Emmanuel Macron. Il sera du côté de l'Algérie du 25 au 27 août prochain. Une visite selon bien sûr l'Élysée entre dans le cadre du renforcement du partenariat ou du moins de la relation bilatérale entre la France et l'Algérie. Une visite également qui intervient quelques jours après celle effectuée sur le continent déjà, où Emmanuel Macron était bien sûr du côté du Cameroun. Il s'est par la suite rendu du côté du Bénin ou encore du côté de la Guinée-Bissau. Cette fois, il fait son comeback avec bien sûr pour destination le Maghreb, où bien sûr l'Algérie a été choisie comme destination. Messieurs, peut-être avec vous tout d'abord, Monsieur Kodo, Emmanuel Macron arrive en Algérie. À quoi peut-on s'attendre de ce déplacement de Macron du côté de l'Algérie? Je crois que là, l'Algérie est face à son destin, à ses responsabilités, les autorités algériennes, parce qu'une bonne fois pour toutes, c'est l'occasion pour celle-ci de rompre définitivement avec la France. Et on va un peu remonter l'histoire pour vous faire comprendre la relation qui a toujours tendu, la relation franco-algérienne. Vous savez, c'est à la suite d'une dette de blé que l'armée française décide de prendre d'assaut la ville d'Alger parce que la France était en crise, en récession. La France, c'est un pays, même sous le royaume, a toujours été en récession. Et là, nous sommes dans les années 1800. Alors, les troupes françaises, la marine française vont prendre d'assaut la ville d'Alger, qui était une régence de l'Empire ottoman à l'époque. Ça, il faut le savoir, en violation. Donc, c'était un peu une déclaration de guerre à l'Empire ottoman qui, malheureusement, était déjà assez affaibli. Et c'est parce que il y a le dé d'Alger réclame le paiement d'une dette de blé. Parce que retenez que la France n'a jamais été autosuffisante. La France a toujours été vue à pied à gauche et à droite. Et c'est donc à la suite de cette réclamation auprès de l'ambassadeur de France à Alger, le dé va lui gifler avec un chasse-mouche. La France va décider de laver l'affront. En réalité, la France cherchait un prétexte pour envahir l'Alger parce que le roi français de l'époque avait eu, ses services lui ont fait comprendre que le dé d'Alger cachait d'énormes quantités d'or dans les caves, dans ses palais. Et il était donc question pour la France d'aller voler cet or-là. Et ils ont réussi à voler cet or. Et depuis l'époque, la France n'était plus jamais partie de l'Algérie avant la lutte armée du Front National de Libération, jusqu'à pratiquement ce jour où les relations depuis l'indépendance de l'Algérie, les relations avec la France sont restées tendues. Je pense que la visite annoncée du président Macron à Alger devrait amener le gouvernement
algérien à lui demander des comptes sur le rôle de la France, sur les relations qui ont marqué, donc qui ont ponctué et qui ont existé entre la France et l'Algérie depuis l'invasion d'Alger. Et les autorités algériennes devraient plutôt penser une véritable rupture vis-à-vis de la France qui, faut-il le rappeler, a quand même fait de l'Algérie une colonie de peuplement et non pas une colonie au sens propre du terme, comme c'était le cas avec l'Afrique, dont la France doit une dette énorme à l'Algérie. Voilà pourquoi de temps à autre en France, quand les Algériens, les descendants des pieds noirs, comme on les appelle en France, quand ils décident de se rebeller, même la police libère l'espace. Parce que c'est eux, ils revendiquent une reconnaissance vis-à-vis de la France, une reconnaissance qui tarde à venir. Et même si aujourd'hui, Macron tente de reconnaître le tort de la France vis-à-vis de l'Algérie, la France n'a plus les moyens de pouvoir réparer cela. Donc je pense que c'est simplement l'occasion pour les autorités algériennes de rompre définitivement avec la France pour que celle-ci sorte de la scène comme elle était entrée par la violence. Maintenant, elle peut sortir calmement, étant donné que le bilan de cette relation n'est pas du tout en faveur de l'Algérie. Au contraire, l'Algérie, aujourd'hui, avec son rapprochement avec la Russie, n'a plus du tout besoin de la France. Et je pense d'ailleurs que Macron vient en France pour lorgner le gaz algérien, parce que vous savez, Alger fournit le gaz à l'Europe, avec l'hiver qui s'annonce, dont le président Macron a le dos au mur et certainement va chercher à jouer des coudes comme il a tenté de le faire avec le Cameroun, le gaz de Kribi. Il va essayer de jouer des coudes pour influencer la destination du gaz algérien vers la France. Selon bien sûr la communication de Lisier, M. Prézo et Yoma, on nous fait comprendre que M. Macron arrive en Algérie sur invitation de M. Abdelmajid Tebboune, le président d'ailleurs de l'Algérie. Est-ce qu'à l'image de ce que vient de dire M. Kodo, il est plus que temps aujourd'hui de rompre, que l'Algérie rompe ses relations avec la France, au regard bien sûr du lourd passif de la France du côté de l'Algérie. Quand on évoque bien sûr ce lourd passif, là on pense notamment à la guerre de l'Algérie, on pense à cette période coloniale qui a duré plus de 132 ans quand même. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui quand même qu'on essaie aussi de regarder, de véritablement regarder les méfaits de cette sombre histoire de l'Algérie aujourd'hui? Bon, il faut d'emblée dire que les Algériens sont face à leur destin, donc ils ont à décider eux-mêmes, ils ont à faire un choix. Et pour revenir donc sur le reste d'éléments, comme mon copanéliste M. Kodo l'a dit, aujourd'hui la France a des antécédents avec l'Algérie qui sont des antécédents très importants, dont les Algériens continuent à porter les stigmates jusqu'aujourd'hui. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'en dehors effectivement des pillages, il y a eu des massacres. Et c'est pour cela qu'il faut le relever. La relation que les Algériens qui vivent en France ont avec la France ne sont pas comme les relations que les Camerounais ont avec les Français ou bien les autres. Non, c'est tout à fait différent. Et ça se sent dans l'air. Ça se sent dans l'air. C'est-à-dire qu'en fait, les Algériens sont presque comme des gens que les Français. L'administration française ne peut pas attaquer aussi facilement. Donc, bien évidemment, comme il le rappelait également, il y a que, je crois, au premier mandat de Macron, ou avant les élections, Macron avait osé reconnaître, n'est-ce pas, les crimes français. Mais quand il est rentré en France, on lui a dit, monsieur, écoute, ça ne se fait pas comme ça ne se passe pas comme ça. Donc, il ne faut pas aller raconter des histoires, parce que en fait, la France est orgueilleuse d'être, n'est-ce pas, un pays colonisateur, qui est le maître, qui domine et qui peut tout faire comme elle veut. Donc, bien évidemment, n'est-ce pas, avec la crise actuelle que nous connaissons tous, dire que le président français a été invité en Algérie, non, c'est une formule diplomatique. C'est lui qui va à la quête des choses qui lui manquent. Il a besoin de soutien. Et comme nous le savons tous,
il y a la guerre de l'Ukraine, Oui. qui fait qu'aujourd'hui, il y a pénurie d'un certain nombre de produits, notamment le gaz, Oui, le même gaz. du blé, ainsi de suite. Le gaz russe. Voilà, donc bien évidemment, la France a besoin de s'appuyer, n'est-ce pas, sur l'Afrique. Et c'est ça qui a justifié sa tournée africaine récente. Oui. Et bien évidemment, cette tournée, c'était pas seulement pour aller chercher ses appuis, mais aussi c'est pour continuer l'œuvre de déstabilisation, n'est-ce pas, des pays africains, parce que il faut aller par-ci, il faut aller par-là pour essayer de voir comment on peut déstabiliser les gens. Regardez ce qui se passe avec le Mali. Ouais. Les troupes françaises quittent le Mali pour aller s'installer au Niger, donc, à la porte. Et puis récemment, il y a eu, j'ai vu une vidéo c'est un reportage qui a été fait par des Français eux-mêmes, qui montre comment est-ce que les Français se comportent en refusant de quitter le Mali et en armant les autres. Donc en fait, Macron vient pour chercher des appuis parce que la France est aux abois. La France a de sérieuses difficultés maintenant sur le plan économique. Donc il faut venir, n'est-ce pas, demander à l'Algérie de lui apporter, n'est-ce pas, un coup de main. Ouais. Mais maintenant, il reste donc, comme je le disais au début, aux autorités algériennes de décider, de peser de tout leur poids, parce que c'est pendant des conflits comme ceux-ci, auxquels on n'est pas engagé directement, qu'on peut profiter pour faire valoir aussi, n'est-ce pas, qui est-ce qu'on est, qu'on peut faire valoir sa force. Donc, ça reste, comme je le disais au début, à l'Algérie de prendre toutes ses responsabilités face à cette situation et à voir si elle pense que dans sa relation avec la France, n'est-ce pas, il est question de continuer à accepter tout ce que la France dit et puis à lui apporter un secours quand, n'est-ce pas, elle est aux abois, ou bien à s'affirmer aujourd'hui comme un pays qui peut faire plier la France. Ça, c'est essentiel. S'affirmer comme un pays qui pourrait, d'une certaine façon, faire plier la France. Alors, au Kossissi, Macron, après le Cameroun, le Bénin ou encore la Guinée-Bissau, cette fois se rendra du côté de l'Algérie. Mais on le sait, depuis même l'annonce de l'arrivée du président français sur le continent, il y a une exigence qui est mise sur la table par les pays du continent. La France doit s'excuser des exactions commises sur le continent africain. Pourquoi on a l'impression que c'est si difficile pour la France de s'excuser aujourd'hui, que ce soit pour le Cameroun ou alors pour l'Algérie par rapport bien sûr à ces 132 années de colonisation? Alors, c'est simple. Bon, ça, c'est une réponse, on peut répondre même les yeux fermés. Qui s'excuse, s'accuse. Or, aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un monde où, si vous vous excusez, vous vous accusez, et si le pays et les exactions que vous avez posées, ces autorités-là décident de vous conduire devant la Cour de justice internationale, vous allez payer les frais. Voilà pourquoi la France tourne. La France est très consciente que une fois qu'elle s'excuse, comme l'avait fait Hollande, si je me rappelle bien, pour le Rwanda, si la France s'emmerde à faire ce genre d'excuses, eh bien, des pays comme le Mali, comme la Centrafrique, pourraient traduire la France dans le Conseil de la juridiction internationale. Bref, moi je pense que c'est pour ça que la France tourne. Et puis, deuxièmement aussi, il y a aussi la géopolitique et l'orgueil politique. Aujourd'hui, avec l'avènement de la Russie, qui essaie d'ouvrir les yeux aux Africains, pour ne pas dire que les Africains ont les yeux ouverts, mais ils n'avaient pas les moyens de s'affirmer. Aujourd'hui, la Russie qui décide d'apprendre à pêcher aux Africains, que leur donner le poisson comme le faisaient la France et l'OTAN, est devenue un peu comme le gros bras de la France, comme le Léviathan contre la France. Du coup, si la France descend à ce niveau pendant qu'ils sont en train de mener une guerre diplomatique, une guerre stratégique, une guerre géopolitique contre la Russie, à s'excuser en ce moment-là, la France va affaiblir totalement les États-Unis, la France va affaiblir l'Union européenne, la France va affaiblir l'OTAN en allant s'excuser parce que c'est ensemble qu'ils commettent ce genre d'actions-là. Voilà pourquoi est-ce que la France essaie de doger et d'utiliser des voies diplomatiques pour s'en écarter. Revenons à la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. J'espère que j'ai répondu à la première question concernant pourquoi la France ne s'excuse pas. Il faut dire que, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, c'est parce que la Constitution européenne
pour ne pas dire la France, est solide. Sinon, aujourd'hui, le premier pays africain qui peut faire un coup d'État en France, c'est l'Algérie. Ils sont dans tous les business. Ils ont une force politique, commerciale, économique à un niveau qui n'a pas de sens. Ici, quand les Algériens sont fâchés en France, mais les policiers rentrent, comme on le dit en jargon africain, en brousse. Ils fuient. Quand les Algériens, même dans les matchs, quand l'Algérie gagne un match, mais les Champs-Élysées, tous les Français, ils savent que c'est gâté, comme on le dit chez nous. Oui. Donc, ils respectent l'Algérie. Ils ont peur de l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie a été l'un des pays qui leur a tenu tête pendant leur timing de colonisation. L'Algérie, avec les pieds noirs au temps de Ben Bella ici en France, mais c'est une histoire qui est marquée dans l'histoire de la France. Vous allez voir que Macron en Algérie, il ne s'amusera pas à donner des ordres d'enlever les cravates, comme il a fait avec la Guinée-Bissau. Il ne s'amuserait pas à tapoter l'épaule du président algérien comme il le fait avec les Ouattara, les boys et autres. Il ne s'amusera pas à prendre le pupitre et à se donner des airs de patron. Non, 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 non. Vous allez voir quand il sera en Algérie, il sera correct, il sera droit. Parce qu'ils vont lui répondre du tic au tac. Vous comprenez? Donc, la France va en Algérie, d'abord dans une position d'un pays souverain à un autre pays souverain. La France connaît la souveraineté de l'Algérie. Ils vont aller discuter avec l'Algérie comme ils discutent avec l'Allemagne, comme ils discutent avec la Russie, comme ils discutent avec l'Italie. La France va aller dans une posture de reconnaître leur place. C'est pas ce qu'ils font avec les Français, les Ivoiriens, avec les Sénégalais, avec les Bissau-Guinéens. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils font avec le Niger, mais c'est ce qu'ils font avec, désormais, ils seront obligés de faire avec le Mali et la Centrafrique. Donc la France va là-bas, dans une position de, je vais voir mon homologue. Donc il y aura ce respect-là. Pourquoi? Par rapport à l'histoire qu'a rappelé mes companélistes entre la France et l'Algérie. Maintenant, pourquoi la France va là-bas? C'est de la géopolitique. La France va là-bas pour plusieurs raisons, mais dans les deux raisons, il y a deux raisons majeures. La Russie et le Mali. Il faut dire que dans la genèse de l'arrivée au pouvoir de Assimi Goïta jusqu'à l'embargo, l'Algérie et la Mauritanie, pour ne pas citer la Guinée, ont été les premiers pays qui ont rendu cet embargo-là allégé pour le Mali. La France, aujourd'hui, va là-bas pour remettre la question du Mali sur la table pour voir si l'Algérie ne pourra pas les aider à conserver le Mali. C'est peine perdue. Parce que l'Algérie et le Mali, c'est des pays qui sont tellement frères et c'est l'Algérie qui a aidé le Mali à être fort. Donc, cette visite-là n'a même pas besoin de l'aide. Si la France met sur la table le problème du Mali, la France comprendra que le Mali est déjà parti de son joug colonial. Ensuite, la France va parler aussi de la Russie, avec laquelle l'Algérie a de bons rapports. Parce qu'il faut reconnaître que l'Algérie, en Afrique, est aussi une force militaire, beaucoup aidée par la Russie, aussi une force économique. Donc voilà des cartes que la France va jouer sur la table de l'Algérie. Au retour, qu'est-ce que la France va avoir? C'est la suite de son projet là-bas en Afrique. Pourquoi la France va là-bas? Mais c'est les États-Unis qui envoient la France. C'est l'Union européenne qui envoie la France. C'est l'OTAN qui envoie la France. Parce que ça rentre dans le combat géopolitique contre la Russie et aussi dans l'émancipation du Mali. Donc, en gros, pour moi, la France va là-bas se coller le nez parce que je ne vois pas l'Algérie en train de reculer. Parce que l'Algérie a de tout le temps marqué son territoire. L'Algérie a de tout le temps respecté l'existence de la France et a de tout le temps s'est fait respecter par la France. Donc, la France, il y a beaucoup d'Algériens sur le territoire qu'elle respecte, va pareillement en Algérie pour continuer à jouer bonjour messieurs, comment vous allez, comme nous faisons avec la France. Donc, il va là-bas pour une peine perdue, une visite diplomatique que la France a demandé pour parler du Mali, pour parler de la Russie, pour d'autres raisons de gaz, de pétrole et autres. Donc, pour moi, voilà pourquoi la France se déplace. Mais il ne faut pas oublier que si la France se déplace, dans les questions majeures, il y aura la Russie et il y aura le Mali. Je pourrais se moduler comme ça. Merci à vous, Kosisi Baba Nicolo. On parle bien sûr de cette géopolitique-là, la visite de Macron sur le continent qui n'est pas bien sûr liée à un fait de hasard. À chaque fois qu'il se déplace, on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui est recherché. La dernière fois au Cameroun, on a parlé bien sûr d'un certain nombre d'accords qui devaient être signés, passés notamment sur l'aspect sécuritaire. On a parlé du Bénin à une époque aussi, on a évoqué le cas de la Guinée-Bissau, ce pays d'ailleurs de l'Afrique lusophone et autres. Aujourd'hui, on parle de l'Algérie. Mais ce qui est quand même intéressant de relever, M. Kodo, c'est que, comme le disaient à la fois M. Priso et Youm et M. Okosisi, la destination algérienne, elle est différente. Parce que là, on ne part pas en Algérie en donneur de leçons.
on part là-bas parce que clairement, on se rend compte que la façon dont on a eu à coloniser les autres pays du continent n'est pas la même façon qu'on a utilisée, notamment du côté de l'Algérie. Oui, il y a une certitude, déjà la visite de Macron, il fait d'ailleurs preuve d'un énorme courage dans le contexte actuel, en tentant de se rapprocher d'Algérie, mais je doute sincèrement, quand j'analyse le contexte et les circonstances dans lesquelles il se rend en Algérie, ce sera d'ailleurs comme le rappelait tout à l'heure notre copanéliste du côté de Paris, Macron tentera de convaincre les autorités algériennes de revenir sur leur position vis-à-vis du Mali et vis-à-vis de la Russie. Or, le Mali, malheureusement, l'Algérie, les politiciens, les Algériens ne sont pas des enfants de cœur en matière de souveraineté. C'est des gens qui ont conquis leur souveraineté par la force des armes. Donc, et jusqu'aujourd'hui, comme je le disais en abordant ces thématiques, les Algériens réclame tellement de choses de la France que Macron se comporte là un peu comme un sorcier, comme on dit en Afrique. Un sorcier qui, malgré les crimes commis quelque dans une famille, revient quand même jouer à celui à qui vient présenter les condoléances à la famille. Donc je crois que, j'insiste là-dessus, c'est l'occasion idoine, l'occasion pour les Algériens de rompre définitivement, d'enterrer définitivement leurs relations avec la France et de manière solennelle. La France, Macron ne pourra pas se payer des airs de conquérant du côté de l'Algérie, certes, mais il revient donc aux autorités algériennes d'arrêter, de mettre définitivement un terme au rêve de Macron de pouvoir influencer les positions de l'Algérie sur le plan géopolitique, parce que ces positions, la France reste un prédateur qui est dans son rôle, et l'Algérie doit, comme l'Algérie a montré l'exemple pendant la guerre de libération, doit continuer à rester dans cette dynamique, surtout dans le contexte actuel, pour continuer à jouer ce rôle en faveur des générations futures, en maintenant des positions fermes vis-à-vis de la France, afin de susciter au sein des pays africains qui le désirent, comme c'est le cas avec le Mali, la volonté de se débarrasser une bonne fois pour toutes de la France. Oui, on va prendre cet extrait qu'on a sélectionné pour vous. Il s'agit bien sûr de la réaction du président français Emmanuel Macron. C'était en début d'année 2022. Il reconnaissait publiquement, bien sûr, les exactions commises par les hommes, ou du moins les militaires français du côté de l'Algérie, sans pour autant s'excuser. Oui, ça forcément, il fallait s'y attendre. C'était bien sûr une communication qu'il a tenue du côté de la France. Il le reconnaissait de façon publique. On va d'ailleurs faire un commentaire juste après cet extrait du président français. 60 ans après, la France reconnaît cette tragédie. Et je le dis aujourd'hui haut et clair, ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République. Les accords d'Évian actaient la cessation des hostilités, l'interdiction des violences individuelles et collectives, la garantie de la sécurité des personnes et des biens des Français d'Algérie. Mais il n'en fut pas ainsi. Et nous savons l'ambivalence de cette date, victoire et soulagement pour certains, défaite et calvaire pour d'autres. La suite, ce fut notamment la fusillade de la rue d'Isly, le 26 mars 1962. Ce jour-là, des soldats du 4e régiment de tirailleurs, une unité de l'armée française, firent feu sur une foule qui manifestait, attisée par l'OAS, son attachement à l'Algérie française en cherchant à rompre le blocus du quartier de Bab el-Oued. Ce jour-là, les soldats français, déployés à contre-emploi, mal commandés, moralement atteints,
ont tiré sur des Français. Il est plus que temps de le dire. Ce qui devait être une opération de maintien de l'ordre s'acheva par un massacre. Un massacre dont aucune liste définitive des victimes ne fut établie, qui fit des dizaines de tués et des centaines de blessés. Les familles ne purent pas enterrer dignement leurs morts. Les obsèques religieuses furent interdites. Les corps convoyés directement au cimetière par camion militaire au jour et à l'heure choisis par les autorités. Le choc fut immense pour les citoyens qui se pensaient auparavant protégés par l'armée française et qui voyaient se retourner contre eux le glaive qui devait les défendre. Au sentiment d'avoir été trahis par leur propre pays s'ajoutait la crainte de n'être plus en sûreté nulle part. En métropole, le drame fut passé sous silence. 60 ans après, la France reconnaît cette tragédie. Et je le dis aujourd'hui haut et clair, ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République. Toutes les archives françaises sur cette tragédie pourront être consultées et étudiées librement. S'ensuivit, contre l'avis de nombre d'Européens libéraux d'Algérie et d'indépendantistes qui imaginaient une Algérie plurielle, une surenchère atroce d'insécurité et de violence de part et d'autre, d'attentats et d'assassinats qui mit l'Algérie à feu et à sang. Ce cycle infernal d'attaques, de vengeance, faucha sa moisson de morts. Des Français, mais aussi des Algériens et des Algériens musulmans. Ils furent plusieurs milliers alors à disparaître à jamais. Combien de familles n'ont jamais su ce qui était arrivé à leurs proches? Combien ont attendu un retour, croyant qu'un jour enfin la porte allait s'ouvrir sur leur mari ou sur leur père? Cet engrenage mortifère de la guerre civile conduisit au drame du 5 juillet 1962 à Oran, où des centaines d'Européens, essentiellement des Français, furent massacrés, comme le furent ensuite nombre d'autres et des dizaines de milliers de harkis. Ce massacre, lui aussi, doit être regardé en face et reconnu. La vérité doit être de mise et l'histoire transmise. La vérité doit être de mise et l'histoire transmise. C'est bien, Monsieur Youm, de le dire de cette façon, mais on a l'impression quand même qu'il y a quelques... les Algériens ont du mal aujourd'hui à accepter. On ne sait pas trop ce qu'il faudrait que la France fasse pour que, notamment du côté de l'Algérie, peut-être qu'on n'oublie pas, mais qu'on apaise un tout petit peu les cœurs. Mais comment est-ce que la France va apaiser les cœurs des Algériens si elle ne veut pas accepter ou assumer ses responsabilités? Moi, j'ai retenu un certain nombre de mots dans ce discours-là. Quand on parle de l'Algérie française, c'est quoi? C'est de l'amalgame. C'est ne pas reconnaître que l'Algérie, c'est l'Algérie. Oui. Et la France, c'est la France. Jusqu'en 2022, on emploie le terme l'Algérie française. L'Algérie française. Ça veut dire qu'on n'a jamais, on ne sait jamais... Voilà. Alors, et regardez les catégories de personnes citées par M. Macron. Oui. En premier, il cite qui? Quand il n'a pas dit les Français, il a dit les Européens. Oui. Et en premier, les Français. Oui. Et ensuite, il parle des Algériens. Et il parle des Algériens musulmans. Il parle des harkis. Tout cela, c'est pour, n'est-ce pas, dissimuler la vérité. En fait, il est question ici que la France reconnaisse ses exactions en Algérie. Et si cela est possible, de faire des réparations, c'est de quoi il est question. Parce que là, c'est... Je ne sais pas comment je peux qualifier cela. Monsieur Macron joue à... C'est un discours pour endormir. C'est un discours pour endormir les gens, où il emballe, ou en même temps, parce que quand il parle des Français, des Européens qui sont morts, qui les ont tués, qu'est-ce qu'il veut dire?
En fait, c'est une façon voilée d'accuser les Algériens. Oui. Or, les Algériens étaient chez eux, attaqués par les Français. Ouais. Donc, en fait, moi, je pense que c'est un discours creux. Les Français ne veulent pas accepter l'histoire, dire la vérité, reconnaître qu'ils sont allés en Algérie, n'est-ce pas, en violation de tout ce qu'on peut avoir comme droit. Oui. Ils sont allés commettre, il faut le dire, des génocides, simplement parce qu'ils veulent donner l'impression aux gens que ce sont eux les maîtres, ce sont eux les plus forts. Et que l'Algérie est leur propriété, puisqu'ils parlent de l'Algérie française. Ouais. Donc, voilà un peu la situation telle qu'elle est présente. Et il faut dire qu'aujourd'hui, les Algériens ont besoin de lire ce discours et comprendre qu'en fait, les Français continuent à croire que eux, les Algériens, sont co-responsables de ce qui s'est passé. Et donc, ils n'ont pas droit à une quelconque excuse ou de réparation. Ouais. Donc, la France ne partage pas entièrement la responsabilité, n'est-ce pas, des faits et méfaits dont ils sont les auteurs. Voilà. 1962, Baba Nico Kosisi, 2022. On se rend compte que depuis l'accession à l'indépendance de l'Algérie, le discours de la France vis-à-vis de ce pays n'a toujours pas changé. Quand on écoute le président Emmanuel Macron, il a toujours tendance à revenir sur des propos aujourd'hui qui prêtent à confusion. Par exemple, sa façon de désigner certains territoires du côté de l'Algérie. Il emploie toujours le terme « l'Algérie française ». Est-ce qu'on peut véritablement aujourd'hui se dire qu'on va consolider un partenariat avec un président qui ne reconnaît pas la souveraineté d'un État, la souveraineté de l'Algérie? Alors, d'abord, il faut reconnaître que ce n'est pas Macron qui parle, c'est l'Élysée qui parle. Oui, l'Alliance. L'Élysée, dans la voix de Macron, comme l'a dit mon prédécesseur, fait ce que moi j'appelle un discours d'hermaphrodite. Ça veut dire quoi? On ne peut pas dire, reconnaître le massacre qu'il y a eu et en même temps refuser de s'excuser. On ne peut pas stigmatiser un certain nombre de personnes en utilisant les musulmans, ceci, cela, et refuser de dire l'Algérie tout court, avec le terme l'Algérie française. C'est ce que j'appelle le mami-watarisme politique. Aujourd'hui, l'Algérie, j'ai été en Algérie et je suis capable de vous dire que lorsque vous arrivez à Alger, non loin de la résidence, non loin de la présidence, il y a un hôtel qui s'appelle El Jazer Saint-Georges. Il y a un quartier populaire là. Mais dans n'importe quelle épicerie ou dans n'importe quel magasin ou dans n'importe quel kebab, quand des jeunes Algériens s'asseyent, ils parlent de deux choses. Ils se commémorent leur passé, c'est-à-dire la révolution des Algériens, je vais dire comme ça, leur combat avec la France, dont il y a les séquelles, même sur les murs, ils n'ont pas effacé, ça est là. Et ils parlent de football. Donc les Algériens, dans leur quotidien, chaque jour que Dieu fait, quand les hommes se retrouvent, dans tous les débats, ils vont revenir à leur passé. Et aujourd'hui, en Algérie, tous ceux dont les parents ont été dans la guerre de libération de l'Algérie, tous ceux dont les parents ont été des héros, ou bien ont été des victimes, ont une reconnaissance nationale de l'Algérie vis-à-vis de ces familles-là. Ils ont des places et ils sont payés par l'État algérien. Donc, quand vous voyez cet esprit-là, ils vivent toujours ça dans les quartiers, dans les rues, dans leur discours. Et c'est de ça que la révolution algérienne qui a descendu Bouteflika est arrivée à ce monsieur qui est là à ce moment. Donc, les Algériens profondément ressassent ça tous les jours. Chaque temps que la France ne leur donne pas ça, tant que la France ne leur concède pas ça et que l'Élysée parlera toujours dans l'hermaphrodisme politique ou dans le mami-watarisme politique, leur statut restera comme ça. Et ça ne va pas changer. La relation
et l'aigreur et la haine des Algériens contre le comportement des Français, hier restera. Tant que la France ne leur concède pas ça, enfin, pour apaiser leur cœur, comme l'a dit le doyen, ça sera peine perdue. Donc, pour répondre à votre question, si Emmanuel Macron va là-bas, pour ne pas donner définitivement, aller de l'avant, en brisant la glace de cette aigreur-là, de se nouer dans leur cause, ça sera toujours peine perdue, ça sera du pareil au même. 100 présidents français se déplaceront en Algérie et ça donnera le même résultat. Et mieux, les mentalités changent. Aujourd'hui, le changement de mentalité qui aboutisse à la géopolitique de la Russie qui prend le dessus, au Mali, à la Centrafrique qui quitte la France, va amener à un moment donné, un président français ne pourra même pas aller en Algérie. Tant que lui qui dit je reconnais, ne s'excuse pas. Tant qu'ils ne reconnaissent pas l'Algérie comme étant Algérie et non Algérie française, tant que la France tiendra ce même discours qu'a tenu tous les présidents français, eh bien, la question que vous posez, je vais répondre par l'affirmatif, les Algériens ne vont rien concéder, parce que plus les mentalités changent, plus ils sont énervés, plus ils connaissent la vérité, et mieux les dossiers sont à leur portée, et plus la France est en difficulté avec l'Algérie. Donc là même, ce voyage-là, je pense que ça sera un voyage vide, un voyage qui ne va rien apporter, sauf si Macron ose, sauf si l'Élysée ose à dire une parole qui va fracturer cette blessure historique. Dans le cas contraire, il va aller faire voilà, de la diplomatie, montrer des photos, prendre des photos pour dire je suis en Algérie, pour faire plaisir à ceux qui l'ont envoyé, les États-Unis, la France, mais ça ne va rien donner. Donc la vraie blessure, c'est comme une plaie, c'est comme un furon, pour la soigner, il faut casser l'abcès. Tant que l'abcès n'est pas cassé, je pense que ça sera un autre furon qui va pousser après, une autre blessure qui va pourrir, et ça va devenir grave demain. Voilà ce que je suis à dire dessus. Ça veut dire que M. Kodo, il ne faut forcément pas s'attendre à grand-chose de cette visite, qui, à l'image de ce qu'il a vécu au Cameroun, M. Macron, à l'image de ce qui s'est passé au Bénin et autres. C'est clair que son déplacement également en Algérie, franchement, est vide de sens. Ce que j'admire quand même chez les Français, ou alors chez les dirigeants français, c'est cette volonté de ne jamais lire les signes, de ne pas décrypter des signes, de se comporter comme s'ils sont dans une petite bulle rose qui les empêche totalement de pouvoir analyser et anticiper sur l'accueil qui pourrait leur être réservé par les circonstances. Notre confrère l'a dit tout à l'heure, notre copanéliste l'a dit tout à l'heure, l'Algérie c'est une histoire. Le peuple algérien partage une histoire douloureuse à l'égard de la France. Une histoire qui reste très très ancrée dans l'esprit. Je pense même que les Algériens enseignent cette histoire-là dans leurs écoles. C'est ce qui amène tous les Algériens à s'approprier le contenu, à maîtriser les moindres détails. C'est pas comme dans les autres pays africains où l'on n'a jamais enseigné quoi que ce soit dans les écoles. En Algérie, par contre, l'histoire de l'occupation française est enseignée dans les écoles, donc tous les Algériens savent. Vous pensez, mais lorsque Macron prend celui dans le contexte actuel, où l'Algérie cherche impérativement à affirmer sa souveraineté, à se rendre en Algérie. Je pense que la France aurait plutôt préféré, Macron aurait plutôt dû se rendre au Maroc, qui lui est soumis, ou alors en Tunisie. Mais il a fait là un très mauvais choix, et c'est l'occasion, comme je ne cesse de le répéter ici, pour les dirigeants algériens de rompre, de désillusionner totalement la France, qui continue à croire qu'elle peut avoir un certain poids sur l'échiquier géopolitique dans le Maghreb vis-à-vis de l'Algérie, bien entendu. Donc, Macron va en Algérie de manière avec son discours condescendant, mais avec l'espoir de voir l'Algérie leur permettre à la France de subir, de réduire l'impact des conséquences de la guerre, de leur poser des sanctions contre la Russie. Parce que la France, l'hiver, je vous rappelle que l'hiver est annoncé là. Et les Russes les tiennent dessus. Si la Russie a mis en place un dispositif qui est tel que si jamais les Français continuent à fournir les armes à l'Ukraine, la Russie va couper le gaz. Ça, c'est une certitude. Vous savez, ce n'est pas des gens qui sont là pour faire des discours. Ils prennent acte et ils agissent.
Et c'est clair pour tous les pays de l'Europe occidentale. Même les États-Unis ne sont pas à l'abri, ils sont en train d'étudier ce qu'ils méritent, ce que les États-Unis méritent. Donc, au lieu de se réconcilier, de changer de position par rapport à la crise ukrainienne, la France continue, Macron persévère, il continue à croire qu'il va contourner la réalité, jongler avec son opinion publique pour leur trouver des solutions qui sont en réalité des palliatifs. Et je suis certain que la qualité de la relation qui lie aujourd'hui la Russie avec l'Algérie ne permettra pas à l'Algérie de violer un certain nombre de considérations, des avantages qu'elle tire auprès de, surtout au niveau sécuritaire, qu'elle trouve auprès de la Russie. Et elle ne pourrait donc pas sacrifier son intérêt national pour faire plaisir à une France dont les dirigeants ont pris des positions qui sont contre les intérêts de la Russie. Alors je crois simplement que nous verrons le retour de cette visite, mais ce sera une visite totalement infructueuse. Moi je vois une visite totalement infructueuse et j'ai même peur que Macron soit humilié en Algérie. Surtout avec le contexte géopolitique actuel, j'ai bien peur que Macron soit officiellement humilié en Algérie. Parce que je me rappelle quand même les sorties de Tebboune. De Tebboune sur la situation au Mali. Et même sur plusieurs fois, il y a eu un incident majeur. Il a fallu que les autorités algériennes fassent une concession à la France, sinon c'était la rupture totale. Vous vous rappelez, ça fait 2 ou 3 mois. Donc, Macron fait preuve de courage, mais c'est un courage suicidaire. Je pense que tout va se jouer pendant sa visite et après cette visite, il y aura une autre relation qui va naître entre la France et l'Algérie. Ça, je n'en doute pas. Oui. Monsieur Prezo et Youm, vous pensez également que ça sera forcément une visite infructueuse du côté d'Alger et d'Oran, parce qu'on annonce qu'il sera dans pratiquement 2 villes de l'Algérie. On parle d'Alger et d'Oran. Oui, mais d'avance, c'est clair, hein, parce que il faut que nous comprenions que aujourd'hui, sans le vouloir, sans que nous les Africains, sans que les pays africains, n'est-ce pas, le veuillent, il y a une sorte de révolution sur le plan mondial. Et bien évidemment, il faut se rendre compte que les Africains, les pays africains sont en train de se saisir de ce changement, de cette révolution-là. Donc, bien évidemment, l'impact que M. Macron voudra, n'est-ce pas, récolter en Algérie, bien évidemment, relève d'un rêve. D'une imagerie populaire. Oui, c'est pas... Parce que, en fait, comme nous l'avons partagé ici, notamment avec notre frère, M. Okosi Sisi Baba Nicolo, n'est-ce pas, la situation actuelle, que ce soit la situation des rapports entre l'Algérie et la France, la situation des rapports entre la France et le Mali, comme il a si bien dit tout à l'heure, et la Russie, ainsi de suite, ne vont pas favoriser que, n'est-ce pas, cette visite soit une visite aussi fructueuse que, n'est-ce pas, les Français veulent le faire imaginer aux gens. Et d'ailleurs, vous voyez que la stratégie française, dans tout ce qui se passe là, consiste à faire quoi? À dénigrer la Russie. Depuis un certain moment, tous les discours qui sont faits par les Français, n'est-ce pas, présente la Russie comme diabolise la Russie, et tout le temps on est en train de vous parler de Wagner et tout cela. Donc en fait, c'est ce que Macron voudra tenter de faire, mais avec la nature, la qualité des rapports que l'Algérie a avec la Russie aujourd'hui, ce sera difficile. Et comme je le disais tout à l'heure, la France, comme les pays européens, sont aux abois. M. Kodo en parlait tout à l'heure. L'hiver s'annonce, et bien évidemment, on essaye de faire un peu de l'agitation là, mais en fait, ces pays ont la peur de voir qu'en réalité, cet hiver-là
soit le moment où le glas sera sonné. Il y a cela, ça c'est très clair. Donc cette visite pour nous n'annonce rien de bon. Et si elle devrait annoncer quelque chose de bon, c'est pour l'Algérie, c'est pour l'Afrique, c'est pas pour la France. Parce que la France, elle vient pour ses intérêts. Donc c'est un peu ça, ce qu'il faut retenir. Il nous reste un peu plus de à moins de 5 minutes avant de refermer définitivement cette émission de For You Matin. Peut-être avant de se quitter, Okosisi Baba Nicolo, un dernier mot sur cette thématique, sur la visite de Macron. Et c'est avec vous qu'on va ressortir d'ailleurs. Moi, je suis d'abord très heureux d'avoir eu sur ce plateau des compagnies de qualité. Je tiens à leur réitérer toute ma satisfaction et leur réitérer mes félicitations pour leur lecture. À toi aussi, cher Nguémé, pour la qualité, l'approche des sujets, et puis à ton équipe de For You Media. Merci à tous vos auditeurs et aussi à l'Afrique que nous informons. Moi, juste pour résumer, je vais dire que les deux thématiques concernant la première dame Simone Veil Gbagbo et son parti politique aujourd'hui qui vient de naître est bienvenue pour la Côte d'Ivoire qui avait besoin d'un nouveau sang pour booster la combativité, le combat contre Thomas Ouattara que nous ne voulons plus. Et nous souhaitons de tous nos voeux que ce monsieur n'arrive pas jusqu'en 2025, que les Ivoiriens se réveillent autour de la société civile et autour de ce nouveau parti politique pour le chasser définitivement du pouvoir, parce que aujourd'hui Ouattara se sert des militaires pour pouvoir nous vassaliser et nous garder dans la peur, dans la tyrannie. Concernant l'Algérie, je vais simplement dire au peuple algérien que Macron rentre en Algérie, qui tienne compte aussi que l'Algérie fait partie de l'Afrique et que l'Afrique a besoin de l'Algérie pour gagner ce combat. Que l'Algérie reste intègre, que l'Algérie reste comme elle est, et que l'Algérie continue de soutenir la nouvelle géopolitique qui s'annonce pour l'Afrique et pour elle-même. Merci de m'avoir invité, j'étais très heureux de partager. Merci également à vous, Okosisi Baba Nicolo, vous qui réagissez en direct depuis la France ce matin, comme à votre habitude d'ailleurs sur ce plateau. Messieurs, je vais également en profiter pour vous dire merci. Merci à vous, Priso et Youm, d'être passés par ici. Je vous remercie de m'avoir invité. Surtout, je voudrais apprécier toute n'est-ce pas, la qualité des interventions qui ont été faites par M. Okosisi, de même que M. Kodo, parce que en fait, c'est dans ces échanges qu'on enrichit nos connaissances et bien évidemment qu'on peut contribuer à la promotion de l'idéologie, de la promotion de l'Afrique. La promotion de l'Afrique. DP, une fois de plus, vous êtes passé. Merci. Merci Baudelaire, merci surtout à nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs, et aussi surtout un merci spécial pour la qualité des intervenants au cours de ce programme qui nous ont permis à chacun de sortir un peu davantage son génie. Je crois que nos téléspectateurs ne sont pas restés sur leur faim. Merci également à vous, mes téléspectateurs, pour vous qui nous avez suivis via nos différentes plateformes, notamment Facebook ou encore YouTube. Merci à vous d'avoir été nombreux. Merci à la grande équipe de la réalisation. Dans moins de 5 minutes, il s'installera dans le cadre de votre avis compte. Les programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions, For You Télévision.